Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 287 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, ce sont les Los Angeles Lakers dont nous allons discuter dans nos bilans 2024, bilan équipe par équipe de la saison 2024 avec Jérémy de QI Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024 avec quelqu'un que vous connaissez qui va nous parler des Lakers puisque lui-même les connaît très bien, il les a battus régulièrement ces derniers temps. C'est Jérémy qui vient nous parler des Lakers. Comment ça va, Jérémy ? Bah ça va bien, et toi ? Ça va, ça te fait plaisir un peu ce côté bourreau qui vient parler de sa victime. Bah franchement, ouais, je préfère que tu m'invites pour parler des Lakers que des Wolves, donc ouais, ça me va. Oui, c'est vrai, c'est encore frais, ce souvenir, on va dire. Non mais je sais pas ce que j'ai avec ça, je sais que j'ai fait parler Baptiste, Kefan Denix, il a parlé des Sixers, Constant, ça fait 2 ans qu'il vient nous parler des Clippers, lui le fan de OKC, tu sais, qui a pillé qui a pillé les Clippers avec les trades. Je sais pas, je trouve ça rajoute une petite touche très sympathique. Mais ouais, non mais franchement ça va. En fait, quand t'as eu une quinzaine de matchs contre ton équipe en un an, ouais, ça te laisse de quoi faire, quoi. Bon, Jérémy, le grand boss de QI Basket aussi, donc évidemment analyste généraliste, hein, vous le connaissez, c'est pour ça qu'on le fait parler aussi, même s'il est fan de Denver. Il a ce bon goût-là d'être fan de Jokic. Un peu moins de bon goût, hein, parce que fan de Carmelo, hein, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, à la base, ça a commencé avec Carmelo, donc je te laisse te faire ton avis là-dessus, quoi. T'en avais parlé d'ailleurs dans la centaine quand on avait fait le top 100 des années 2010. Ouais. Bref, non, QI Basket, toi qui es le grand chef, que se passe-t-il sur QI Basket ? Un peu au moment promo, toujours article, podcast, Twitch peut-être bientôt ? Ouais, alors on va essayer de reprendre un petit peu du Twitch, ouais, peut-être à la fin de l'été, le podcast qui continue de tourner, on va essayer, je dis bien qu'on va essayer de faire quelques épisodes quand même avant la période des previews, peut-être sur des séries de playoffs qui sont passées et qui nous plaisent. Et puis après, on a un peu parlé d'équipe de France et autres sujets d'été, donc n'hésitez pas à l'écouter. Oui, parce que là, actuellement, on enregistre après la finale. Donc nous, on connaît le résultat, malheureusement. On a vibré, en tout cas, au moins. mais voilà. Cru. On y a cru. Bref, donc les Lakers, allons-y. Le programme du jour pour les nouveaux auditeurs. Donc nos bilans 2024, la série des bilans 2024 à travers notre format des stats de la saison. 10 stats ou 10 points clés, en fait, pour décrire une saison. Ça nous permet de parler de plein de petits sujets. Donc des stats intéressantes ou alors des stats qu'on s'en sort un peu comme prétexte, hein, vous le savez. Le but, c'est pas la stat pour la stat, c'est de discuter, de parler de jeu, de joueurs, de tendances. Donc on peut y aller, Jérémy, toi qui connais bien ce format. Eh bien, je peux te lancer directement. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Lakers 2024 ? Alors, je vais pas commencer avec une vraie stat, mais c'est 76 matchs joués pour Anthony Davis. En fait, je voulais en parler au début parce que je me dis c'est quelque chose qui joue beaucoup sur leur saison. Parce qu'ils sont habitués justement à avoir beaucoup d'absences, et notamment les absences d'Anthony Davis et plus récemment de LeBron James. Et cette année, en fait, il n'avait jamais joué autant de matchs en carrière. Je suis allé regarder un peu avant l'émission. Ça faisait depuis la saison 2017-2018 qu'il n'avait pas dépassé les 70 matchs. Et en fait, déjà belle saison Anthony Davis, mais du coup ça rend aussi, je trouve, l'année des Lakers qui est plutôt moyenne, et je pense qu'on va avoir le temps d'en discuter, d'autant plus étonnante parce que je pense que depuis la saison du titre, c'est l'année où ils ont le plus bénéficié d'une bonne santé et donc de la présence de AD qui est clairement l'ancrage défensif de ces Lakers. Du coup, un petit peu étonné de les trouver en fait dans le milieu de la conférence Ouest pendant toute la saison, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, il y a un peu ce truc malheureusement avec Anthony Davis il manque pas mal de matchs régulièrement. Là, en effet, 76 plus haut total en carrière, hein, comme tu dis. Et même pour dire sur le cycle Lakers, bon, première année, donc le saison 2020, il est transféré à l'été 2019, donc pour saison 2020, 62 matchs, mais tu sais, c'est la saison Covid, hein, donc forcément 62, c'est pas 62 sur 82. La saison a été arrêtée avant. Mais cette année-là, donc, il était plutôt pas mal présent, y compris en play-off. Mais après, c'est 36 matchs en 2021 à peine, sur une saison écourtée, mais c'était quand même une soixantaine de matchs, hein, de mémoire. 2022, saison complète, il fait la moitié, il fait 40. Et 2023, l'an dernier, 56 également, 56 matchs à peine l'an dernier. Donc c'est vrai que là 76, ça fait du bien.
Et bon, le facteur blessure semble toujours un peu là, donc là, tant mieux, ça, il a un peu laissé tranquille, pardon. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, moi aussi, j'ai une stat un peu, non pas négative, mais un peu interrogation, je la dirai plus tard, mais il vaut mieux commencer par le positif, qui est que, en effet, pour moi, bah, et pour toi aussi, hein, mais c'est pour ça que c'est bien qu'il joue autant, c'est que je pense qu'on a affaire à un des meilleurs joueurs de NBA et sans doute un des, 2, 3, 4 meilleurs défenseurs de toute la NBA. Ouais, je pense qu'on est dans l'élite défensive de la NBA et il le prouve dans les saisons régulières où il a vraiment ce côté ancrage défensif, mais aussi en ayant la polyvalence un peu de certains autres défenseurs qu'on mettrait peut-être moins en avant. On met beaucoup en avant la rim protection, notamment avec Rudy Gobert, mais il a aussi ce bon goût-là, entre guillemets, d'avoir quand même une belle mobilité, même s'il en a perdu une partie, et de permettre une flexibilité tactique quand même assez intéressante, quoi. Non, mais c'est un peu. Je trouve que Davis. Alors, tu sais, à l'époque, c'était un peu le phénomène incroyable, à l'époque de la draft, où c'était un truc inédit. Alors, depuis, on a Wembanyama, qui est le truc inédit encore plus, c'est-à-dire Anthony Davis, mais encore plus dingue, encore plus grand, encore plus long. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait cet aspect de. En fait, c'est un grand, mais qui a jamais. On n'a jamais eu un grand être aussi mobile, notamment pour la défense. Et ce qui est génial, c'est qu'il a confirmé ça, mais bon, laissons un peu de côté l'historique, mais tout ça pour dire aussi que pour moi, c'est un peu le profil parfait, on va dire, qui fait un peu le pont entre ce qu'on peut appeler des ancres défensives un peu plus classiques à la Rudy Gobert, qui est un protecteur de panier d'élite, etc., mais vraiment le pivot défensif un peu plus traditionnel et moins mobile. Et de l'autre côté, ce que je mettrais, qui sont pour moi les 4 meilleurs défenseurs de NBA, c'est Davis, Gobert et puis Draymond, Bam Adebayo. Et donc il fait aussi le pont avec ceux-là, qui sont plutôt des pivots très mobiles, très défense collective assez dynamique, avec beaucoup de switch, mais aussi d'activité loin du ballon. Et je trouve que Davis c'est un peu le mariage parfait entre les deux. Et c'est pour ça que je parlais de phénomène, parce que c'était un peu l'idée de base. Et en effet, c'est un peu à la fois le mec hyper mobile et qui te permet, comme tu dis, une flexibilité tactique, mais en plus, cet aspect de taille, longueur de bras qui est absolument phénoménal. Le seul problème, et Ben Taylor aussi en parle assez régulièrement, le seul problème, c'est qu'en playoff, là, ça fait 2 ans que tu tombes contre Jokic, et que c'est peut-être le seul joueur qui arrive à neutraliser un peu l'impact de Davis, dont la force n'est pas du tout le côté 1 contre 1, puissance physique ou quoi, c'est de pouvoir être sans ballon, ou alors le switch pour annihiler et neutraliser le porteur de balle adverse star. Bon, contre Jokic, en fait, ça marche pas. Mais au-delà de ça, c'est vrai que moi, je trouve qu'on a affaire, encore une fois, encore un des 3 meilleurs défenseurs de NBA assez largement, quoi. Ouais, je pense que il est même assez peu mentionné sur le côté un petit peu trophée, et c'est assez étonnant parce qu'effectivement il est élite dans cette protection du cercle qui est normalement quand même l'élément le plus favorable pour être élu, quoi. Ouais. Alors justement, moi, le truc que j'avais, c'était un peu... j'avais 24,8 aussi comme chiffre à propos de lui. C'était en fait, c'est son pourcentage à 3 points depuis 4 ans. Donc c'est-à-dire 2021, 2022, 2023 et 2024, tout ensemble, on est à 25% d'efficacité à 3 points et sur un volume de à peine 351 tentatives donc en 4 ans. Bon, comme on a dit, hein, tu l'as dit aussi, il est beaucoup blessé sur l'arrivée aux Lakers, donc peut-être le nombre de matchs n'aide pas, mais je veux dire, c'est un échantillon qui est quand même assez ridicule, non, mais très petit. Et surtout comparé à ce qu'il faisait déjà avant. Donc notamment même la première année aux Lakers, tu vois, c'était déjà plus de 200 tentatives à 3 points sur l'année, en plus une année tronquée, hein, comme on a dit, alors que donc plus de 200 tentatives en 2020 seulement, et 350 depuis en 4 années, et voilà, je voulais aussi en parler parce que au-delà de ce côté défensif d'élite, c'est un peu primordial, mais ce qui est presque un peu dommage avec lui, c'est cet aspect où il manque un peu le jump shot. En fait, on a tout le côté licorne offensive en effet, c'est un mec qui est arrivé, qui a un peu changé le jeu, pardon, parce qu'il a ce côté intérieur de périmètre, qui a du passing, qui est très fluide, très coordonné avec la balle, qui peut faire du dribble, qui fait du drive, comparé aux standards de l'époque, etc., etc. Mais le jump shot, c'est peut-être jamais complètement venu, ça semblait être tout de même un peu meilleur que ça pendant un moment, notamment l'année aux Lakers, la première avec le titre, ça shoot un peu plus en volume, les playoffs, toi tu le sais, il a tout rentré en playoffs, y compris contre vous, hein, contre Denver en finale de conf, et c'est vrai que je voulais parler de ça parce que tu vois, depuis le titre, en fait il s'est un peu arrêté de les prendre, les 3 points, et c'est dommage parce que on connaît aussi la valeur d'avoir un protecteur de panier d'élite, un pivot défensif qui est capable de shooter beaucoup à 3 points, ça décuple un peu sa valeur parce que ça permet d'éloigner le protecteur de panier adverse. Donc voilà, je pense que
on peut aujourd'hui faire un peu le bilan. Il a 30 ans, ça fait 4 années qu'il a un peu arrêté de shooter. Je voulais aussi en parler pour dire, bon, le pick and pop à mi-distance, ok, mais peut-être que le spacing à 3 points complètement, peut-être plus trop, quoi. Ouais, non mais effectivement, alors tu en parles, mais c'est vrai que moi j'avais en tête ce truc de l'année du titre, il a été quand même beaucoup plus en verve à 3 points, et effectivement notamment contre Denver, avec ce game winner dont j'imagine beaucoup de gens se souviennent. Euh, mais c'est vrai qu'en fait ça fait tellement là 3 ans, 4 ans que je le vois en prendre très peu, que j'avais presque vu ça comme une anomalie, mais c'est vrai que quand tu regardes les chiffres un peu plus globaux, il y avait sur la fin de sa carrière à New Orleans notamment une hausse de volume et une adresse qui Ouais. était quand même bien supérieure à ce qu'il a aujourd'hui. C'était que du 33-34%, mais n'empêche, à 33-34%, ça peut effectivement commencer à créer quelque chose psychologiquement qui fait que les défenses vont un petit peu le resserrer de loin. Ouais, effectivement, là, c'est surtout une force en mid-range et sur pick and roll, mais le 3 points, oui, est un petit peu aux oubliettes depuis 2021. Surtout, ouais, en plus, tu vois, 80% en lancer franc en carrière, donc on sait qu'il a du toucher de balle et des capacités en jump shot. Et puis, au-delà de l'indicateur de lancer franc, voilà, on regarde aussi la mécanique, elle est là. Et puis, c'est un shooter totalement capable au poste bas, face au panier au poste bas, isolation un peu plus mi-distance. Et voilà, c'est peut-être ça qui est un peu dommage, c'est que tu regardes son jeu et en effet, il y a pas mal de jump shot. C'est juste que ça s'étend pas complètement jusqu'à la ligne à 3 points. Et bon, c'est pas pour critiquer gratuitement un mec de 30 ans, genre, oh, mais non. Non, c'est juste que c'était là avant, et que là, au bout de quelques années où, bon, là, entre blessures et autres, et puis lui aussi, repositionnement, il aime bien ne pas jouer pivot, pardon, même si on essaie de le forcer à le faire. Bref, je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est, lui, de sa volonté ou quoi, mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, je pense qu'à partir de maintenant, je commence à me dire, bon, on a compris le 3 points d'Anthony Davis, a priori non. On aura peut-être des pick and pop un peu à mi-distance, et ça, on a encore vu cette année. Et tu regardes ses fréquences de tir sur les longs tirs de points, il est parmi les meilleurs des intérieurs NBA, en fait. Il y a très peu d'intérieurs qui en prennent plus, mais ça va pas jusqu'à 3 points. Donc c'est peut-être un peu dommage, mais comme dit, bon, il y a au moins un peu ce pick and pop à 3 points, sur les longs tirs de points, pardon, justement, pour le mi-distance. Donc, c'est déjà ça. Et puis surtout, voilà, insister aussi sur le côté défense et sur le côté protection de panier, parce que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas Rudy Gobert non plus, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas un 3 points qu'on a un protecteur de panier qui est totalement nul en attaque, quoi. C'est un peu, il reste au moins ce pick and pop à mi-distance, il reste toute la création offensive, évidemment, ça reste aussi un joueur de calibre au moins All-Star en attaque, rien que sur l'attaque. Mais une stat que j'aimais bien aussi, c'est à quel point, on a parlé de sa polyvalence défensive, mais à quel point est-ce qu'il fait baisser le nombre de tirs au panier pris par l'adversaire quand il est sur le terrain, donc son on-off. Et en effet, il est 90e centile. Donc, quand il est sur le terrain versus quand il n'est pas, en fait, sa présence fait que, en tout cas, est corrélée au fait que l'équipe adverse prenne très très peu de tirs au panier. Et puis, donc, ça, c'est pour la défense. Et puis, de l'autre côté, l'apport au panier de l'autre côté, c'est la verticalité, c'est les alley-oops, c'est cette finition aérienne qui vient mettre de la pression au panier. Et là aussi, on le détaillera, mais les Lakers sont excellentissimes pour aller au panier, pour prendre des tirs au panier. Mais voilà, il y a aussi ce côté où, je voulais citer un peu le jump shot et le 3 points surtout pour dire, ok, voilà le constat, et on peut peut-être abandonner l'idée d'un 3 points à haut volume un jour, mais il y a aussi ce double apport sur les deux aspects clés du jeu, que sont le panier en attaque et le panier en défense, où là, voilà, comme dit, il est élite, et presque en fait vient se poser la question de son backup qui, je sais pas toi, mais je trouve qu'elle a jamais été vraiment réglée, et notamment cette saison où il y a eu un turnover, mais il y a clairement pas de solution, quoi. Non, il y a pas de solution. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut avoir tendance à embellir l'impact du joueur. Sur l'attaque, quand même, c'est vrai qu'on a tendance, j'ai l'impression aujourd'hui, à résumer un peu Anthony Davis à ce côté. Bon, c'est un finisseur et c'est un excellent défenseur. Mais c'est vrai que même le volume offensif reste quand même assez énorme, hein. Ouais. On n'a pas l'habitude de parler de points par match, surtout dans ton podcast, mais mine de rien, ça reste un joueur qui est dans la tranche au-dessus des 25-26 points par match. Et c'est dire à quel point aussi c'est un relais, c'est un finisseur important pour l'équipe. Et du coup, pour revenir à la question du backup, là, cette saison, c'est vrai que j'avais un peu l'impression qu'on savait d'emblée que ça se réglerait pas cette saison, quoi. C'est quand ils ont commencé à signer Jackson Hayes, qui est un joueur, je trouve, étonnant dans le fait qu'il ait réussi à rester en NBA après sa carrière rookie. Et Christian Wood, qui est un peu une énigme, mais qui, malgré un jeu qui pourrait être, entre guillemets, moderne, a trop de failles dans son jeu pour être vraiment utilisable, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ce qui est rigolo, c'est que lui a toujours voulu
et clamait vouloir jouer poste 4 plutôt que 5. Et finalement, le front office a bâti un effectif où non seulement il était 5, mais en plus, c'était le seul vrai 5 potable de l'effectif, quoi. Mais non, mais c'est. Après, je pense qu'il y a une question aussi d'allocation des assets. C'est une part de volonté aussi. Hein. Oui, il y a ça, mais je veux dire, même en termes de budget salarial, bon, ça coûte cher un backup de qualité, un backup pivot aussi. Hein, mais bon, de facto, en tout cas, ils ont dû un peu faire avec des 2-3 bouts de bois cette année, j'ai l'impression, avec soit un profil plutôt typé défensif, même si c'est pas la folie non plus de Jackson Hayes, ou alors un profil attaque, mais qui a des faiblesses assez énormes avec Christian Wood. Mais voilà, effectivement, tu le précises, mais les points par match, on peut parler de volume, où il a un volume de star offensive. Hein. Bon, il est à 25% d'usage, donc c'est pas non plus genre 30%, 35%, les trucs énormes, mais 25%, c'est quand même beaucoup. Et puis, même en termes de panier assisté, tu vois, j'ai parlé de sa verticalité, il est entre guillemets que à 68% de panier assisté. Le chiffre vous parle sans doute pas, mais voilà, les pivots en général, je peux vous dire certains pivots qui sont autour des 80, 85, 90% de panier assisté. 68%, non, on est, je crois qu'on doit être pas loin de Jokic, on doit être pas loin de Embiid, ou voilà, il y a une part de finition un peu normale parce que quand tu as un pivot, tu as ce genre de tir, mais il y a aussi pas mal de création. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'Anthony Davis est à ce point un joueur fabuleux, c'est que bon, c'est peut-être pas un chapeau 1 en termes d'attaquant, ou de go-to guy ou quoi que ce soit, mais en fait c'est un attaquant qui est tellement fort, plus la défense qui est absolument incroyable. Ça fait un package que voilà, je te dis, tu compares avec ce que nous on considère comme les autres meilleurs défenseurs de NBA, Gobert, Draymond Green, Bam Adebayo. Je pense que offensivement il est 4 têtes au-dessus de tout cela, quoi. Bah ouais, non, mais clairement, hein, clairement. Et effectivement, c'est un joueur qui a eu ce rôle de première option, qui était probablement pas taillé parce que manque d'autonomie offensive pour l'avoir. Mais c'est ça, il faut pas oublier quand même que ça reste offensivement un package assez complet. Il manque ce tir à 3 points, mais tout ce qu'il peut faire au poste, et il peut le faire par lui-même. Il a pas forcément besoin d'être servi. Ouais. Et comme tu dis, pas tout n'est assisté. Et effectivement, selon les match-ups que tu peux avoir, c'est une clé offensive aussi pour les Lakers, quoi. Pour moi, il y a un côté chez Lakers qui est très attirant, pardon, parce que on l'a vu en première option aux Pelicans, et il manque un peu ce côté création d'ultra élite, on va dire, parce que c'est quand même un bon créateur et tu peux organiser de bonnes attaques et de bonnes équipes autour de lui, d'accord. C'est juste que une équipe où c'est lui la première option, entre guillemets, ou l'initiateur d'attaque principal, pour moi, on est en dessous de quand t'as Luka Doncic, quand t'as LeBron James, etc. Mais par contre, pour moi, là où les Lakers, le schéma est à ce point génial, et c'est bien qu'on commence par ça, parce que peut-être on pourra ensuite, malheureusement c'est mal entouré, mais c'est que le duo est fantastique sur le papier avec LeBron James, qui est peut-être lui le meilleur élévateur de plancher, donc de niveau minimum peut-être de l'histoire de l'NBA, ou en tout cas en NBA actuellement, depuis quelques années. Et de l'autre côté, Davis, il va pas être capable de te prendre une équipe à 20 victoires et t'en faire une équipe à 50 ou 60 facilement. Mais par contre, il te prend une équipe qui est déjà plutôt bonne, il peut te la transformer. Et donc lui, c'est l'élévateur de plafond, de niveau maximum. Donc c'est aussi pour ça que le fit était génial. Et c'est peut-être aussi, vers à moitié vide, la déception, c'est de se dire, bon, depuis 2020, on avait un casting génial. Alors 2021 encore un peu, mais on a eu des blessures. Mais c'est vrai que depuis ce fameux duo, on a quand même du mal à l'entourer, peut-être aussi bien qu'on voudrait. Et il y a presque un peu un sentiment on est un peu en train de gâcher quelques très bonnes cartouches avec un duo assez incroyable, quoi. Ouais, il y a eu un tournant qu'on sait l'année où ils se disent en 2021, on a raté l'opportunité, on va essayer de se reconstruire avec une troisième star, alors que sans les blessures, en fait, cet effectif, il avait tout à fait les moyens de retourner en finale et de jouer crânement sa chance. Et l'effectif était plutôt bien équilibré, peut-être pas forcément hyper optimisé offensivement, mais par contre, la défense était si bonne que ça leur permettait, juste autour du duo LeBron James, Anthony Davis, de bien en vivre. Et c'est vrai que moi j'avais en tête ce truc il y a quand même ce pick and roll qui est profondément inarrêtable, et j'ai l'impression que cette année quand même je sais pas si c'est un choix, si c'est un management aussi autour de LeBron James, mais qu'ils abusent plus autant, notamment sur la saison régulière, de ce pick and roll, quoi. Ouais, effectivement. Ma première stat du jour, moi, si tu me permets de la placer, je voulais un peu commencer par du collectif. C'était, bon, très simplement, plus 1,8. Je pense que tu te doutes de ce que c'est. C'est ce qu'on appelle le net rating. Donc, c'est le différentiel attaque-défense. Grosso modo, le fond de jeu proposé, le niveau de jeu de cette équipe, plus 1,8 points de différence attaque-défense par 100 possessions. Donc, déjà, c'est un différentiel positif, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que c'est 17ème de NBA, quoi. Donc, c'est assez bof, c'est dans la moyenne, quoi. 17ème sur 30. Et bon. De l'autre côté, on peut se dire en deux temps. On dit, premièrement,
L'an dernier, ils étaient à peine à plus 0,4 de différentiel. Donc, mine de rien, l'équipe de cette année est meilleure. En fait, oui et non. Oui et non, parce que il y a la saison d'avant, on en avait parlé, mais il faut la séparer en deux. C'est-à-dire qu'il y a toute une première partie d'année qui est catastrophique. Début de saison 2023 qui est cata. Il y a des changements à la trade deadline. Merci Danny Ainge. Et puis, du coup, on a une deuxième partie de saison qui, en fait, c'est là où il faut faire attention avec les chiffres et bien les contextualiser, etc., etc. Mais en fait, la deuxième partie de saison 2023, ils font un run jusqu'en finale de conférence, mais qui est que à moitié surprise, parce qu'en fait, leur net rating était quasiment de plus 5 points par 100 possessions. Ce qui est un score largement de vraie équipe du deuxième tour, voire de finaliste de conférence. Donc voilà, en fait, c'est peut-être ça aussi la déception par rapport à l'an dernier. C'est pas tant sur la globalité de l'année, et je pense que c'est aussi une déception parmi les fans par rapport à Darvin Ham, notamment par rapport à cette équipe. C'est que on a une équipe qui s'était un peu trouvée en deuxième partie d'année 2023, qui a fait un round de playoff assez admirable avec de très belles forces qui ont été trouvées. Et voilà, c'était pas du tout volé. Hein. Je pense que beaucoup de monde voulait un peu parler du calendrier, etc. Non, moi je trouve que c'était quand même une très belle équipe sur la fin d'année dernière. Et peut-être que la déception par rapport à cette année, c'est de se dire on n'a pas été tant que ça dans la continuité de la très très belle équipe de 2023, deuxième partie, et que on est juste redevenu une équipe un peu moyenne, alors que peut-être que les espoirs, les attentes, c'était de rester un peu en haut, quoi. Bah ouais, c'est pour ça que j'avais voulu commencer avec cette question de santé, parce que comme tu dis, il y avait pas mal d'assurances qui étaient venues de la fin de saison passée. Il y avait ce très beau run, il y avait, je crois que en gros sur la dernière partie de saison, donc post All-Star Game, les Lakers c'était la première défense NBA. Ouais. Et effectivement, il y avait ce net rating qui était plutôt avantageux, suivi d'un été qui était plutôt réussi, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à garder tous les joueurs qui étaient clés pour l'effectif de fin 2023, et en même temps ils étaient allés faire quelques ajustements, notamment par Gabe Vincent à la main, etc., Ouais. qui laissaient penser que ils arrivaient aussi fort ou plus fort que l'année précédente sur la fin de saison. Et donc je pense qu'on s'était tous projetés avec des Lakers qui étaient une place forte défensive et qui arrivaient à tirer leur épingle du jeu offensivement, parce que mine de rien, autour de LeBron James, Anthony Davis, t'avais Austin Reeves qui avait quand même réussi à sortir un peu du lot. Il y avait D'Angelo Russell qui faisait un bon début de saison. Donc il y avait pas mal de raisons de penser que ça allait tourner pour les Lakers. Et en plus de ça, il y avait la santé, chose qui n'avait pas été présente, comme on le disait, pendant 2-3 ans. Et donc c'est vrai que de les retrouver dans la course pour le play-in, c'était assez inattendu, parce que c'est pas à cette fête-là qu'on les attendait après leur bonne campagne de play-off et leur bonne fin de saison régulière, quoi. Oui, parce que pour le coup, Vanderbilt, tu vois, qui était aussi un très bon ajout de l'an dernier, bon, pas joueur parfait, mais qui avait fait beaucoup de bien, 29 matchs cette année. Gabe Vincent, qui était censé être un peu la grosse recrue, comme tu dis, il fait 11 matchs. Bon, c'est pas tant le fait d'être loin de Spoelstra, c'est juste que il a été blessé, moi je pense. Mais voilà, et je voulais aussi parler de ça dès le début, parce que pour moi, le thème de la saison, et je pense que les fans des Lakers qui nous écoutent, peut-être ils pensent à ça directement, c'est Darvin Ham, en fait. Et je trouve qu'il y a eu un retournement pas retournement de veste, mais les avis ont très vite changé par rapport à Darvin Ham. Moi, j'avais d'excellents souvenirs de ces playoffs 2023, et plus que mon avis à moi, je veux dire, j'avais l'impression de lire pas mal de très bonnes louanges faites médiatiquement sur lui, et finalement, ça s'est extrêmement vite retourné, j'ai l'impression. Et je sais pas à quel point c'est parce que après on trouve des raisons, ou je sais pas si on rationalise, ou est-ce que c'est des vraies raisons qui font qu'on est énervé, je sais pas, hein, mais il y avait un côté, ouais, il appelle pas de temps mort quand l'équipe est pas bien, ou ce genre ou les rotations, etc. Et on va détailler, il y a des trucs qu'il a pas bien fait. Mais je trouve qu'en même pas 6 mois, on est passé d'un mec qui était loué pour ses ajustements en playoff, une qualité qui est peut-être la meilleure qualité d'un coach, c'est-à-dire faire les bons ajustements et pas tarder à les faire, notamment. Voilà, il fait un round de playoff qui est assez admirable. Et on arrive en novembre, décembre, même déjà, ou janvier, et puis c'est non, il faut virer Darvin Ham, etc. Je sais pas à quel point tout ça, ce côté Darvin Ham, a pas été un peu le catalyseur de cet aspect de déception. On n'a pas été aussi bon et dans la continuité de l'an dernier, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu la sensation que j'avais, parce que quand on voit les critiques qui ont été faites Darwin Ham, j'ai en tête effectivement ce que tu disais, j'ai en tête aussi des histoires des fois de rotation, de choix de titulaires par exemple. Il y avait cette problématique de Vanderbilt, on va devoir faire sans lui, et je me souviens que ça a beaucoup tapé sur le fait que Taurean Prince était titulaire, mais en soi je pense pas que c'était un problème majeur pour les Lakers. Le qui va démarrer le match entre par exemple Taurean Prince et Rui Hachimura, je suis pas sûr que la saison se jouait là-dessus. Et moi effectivement, pareil, le fait d'appeler les temps morts quand il y a des runs adverses, ok, c'est quelque chose qu'on voit, mais je sais pas si c'est fondamental
dans le jeu que proposaient les Lakers. Mais par contre, là, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes après la fin de saison passée et que je pense que là où Ham a un peu souffert de tout ce qui se passait, c'est que comme tu dis, on imaginait les Lakers qui étaient devenus un peu une place forte de l'Ouest et qui, s'ils n'étaient pas favoris, étaient voilà, dans ce pool d'équipes qui avait un coup à jouer en playoff. Et en fait, oui, ils n'étaient pas dans cette fête-là, mais on va en parler, mais j'ai effectivement pas l'impression qu'il est complètement foiré sa saison, Darwin Ham. Et à quel point tu penses que peut-être on est rentré avec de trop grandes attentes, peut-être justement à cause de ce round de playoff. À quel point est-ce qu'on finalement c'était réaliste? Alors peut-être c'est facile à dire après, hein, a posteriori, mais à quel point, tu vois, on fait un peu le bilan qui ont été les bonnes équipes à l'Ouest. Il y a quand même du matos, quoi. C'était pas, moi ça me paraissait pas évident que les Lakers soient à ce point au-dessus. Par contre, leur force, c'était d'avoir une équipe qui, pour moi, si elle marchait bien et qu'elle arrivait en playoff, c'est une équipe qui est typée pour les playoffs, je pense, hein, avec LeBron, etc. D'ailleurs, la série contre Denver de cette année a été assez disputée, même si le score ne le reflète pas tant que ça. Mais bref, passons. Mais en plus, tu vois, tu as eu l'émergence d'équipes, j'ai pas envie de dire de nulle part, mais voilà, OKC, un peu quand même, quoi. En tout cas, on l'a pas vu venir. Minnesota aussi en soi, c'est-à-dire que pareil, tu vois, il y avait des projections pour Minnesota qui étaient pour le coup C'est ça, ouais. en deçà de ce qu'on avait parce qu'il y avait eu l'échec de la saison précédente. Donc c'est vrai que je pense que, comme tu dis, on était un peu influencé par ce qu'on avait vu avant. Et bon, du coup, les auditeurs l'ont pas encore entendu, mais on a eu un peu ce débat aussi autour de Denver. À quel point des fois, voilà, une campagne de playoff, elle peut pas changer ta perception d'une équipe et rendre une équipe peut-être beaucoup plus au-dessus de la mêlée que ce que tu penses. Et en fait, bah, avec un rééquilibrage, avec un été qui vient au milieu, en fait, les rankings ont changé et t'as plus ou moins de marge. Et je pense que c'est ce qui arrive aux Lakers. C'est-à-dire que oui, ils étaient très bons sur la fin de saison dernière, mais ils avaient une situation d'urgence que certaines équipes n'avaient pas, ce qui ont probablement aidé à monter aussi bah, dans le net rating et ce genre de choses. Et puis, il y a la campagne de playoff dans une conférence Ouest qui était peut-être pas si forte, qui les a un peu mis en avant aussi, quoi. Bon, après, c'est pas pour dire tout blanc, tout noir. En effet, bon, les Lakers ont de facto été une équipe un peu moyenne, alors qu'ils auraient pu faire plus. Ça, je pense qu'ils auraient pu faire plus. Mais voilà, par rapport à tout ça, je sais pas à quel point le front office, finalement, aussi, est arrivé à mettre en place. Ils sont toujours dans les histoires de trade, hein, eux, forcément. Et il y a toujours des noms qui circulent. Mais bon, l'effectif est sympathique, mais tu vois, si on le met en comparaison avec pas mal d'autres équipes à l'Ouest, au final, je suis pas sûr qu'il y ait, ce soit de manière évidente, une équipe qui aurait dû terminer top 3, top 4 quoi, de la conférence. Donc en plus, tu rajoutes les blessures de ta recrue, Gabe Vincent, ou un coach qui a effectivement pas été parfait, ou des éléments comme ça. Austin Reeves qui prend pas un envol comme on aurait pu penser avec la dynamique de progression de l'an passé. Bref, il y a des éléments. Peut-être qu'ils auraient, et même sans doute, ils auraient pu faire mieux. Mais voilà, peut-être qu'il y a aussi un effet déception par rapport au final de conférence, je sais pas. Mais voilà, Darwin, je pense qu'on va continuer d'en discuter tout le long du podcast dans ce bilan 2024. Et bien voilà, avançons si tu veux bien. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous proposer pour ces Lakers 2024? Bah, en fait, du coup, bon, on va pas aborder en profondeur, mais moi, j'avais plutôt buté sur le côté defensive rating. Donc, defensive rating de 114,8 cette saison pour les Lakers, qui en fait la 17e défense. Et ben, comme on disait, ils ont terminé la saison dernière en étant une top défense. Moi, je m'attendais effectivement à voir les Lakers un peu trôner dans le top 3, top 5 à ce niveau-là, parce que il y a cet ancrage Anthony Davis, et on pouvait se dire que du coup, juste par la présence de ce joueur-là et une équipe qui était plutôt bien coachée défensivement, ça allait leur permettre d'avoir ce socle qui te permet d'avancer tranquillement dans la saison. Et finalement, en fait, bah, quand tu regardes, la présence de Tony Davis 76 matchs, je trouve qu'on la ressent pas, en tout cas sur le produit final défensif des Lakers, quoi. Disons que il peut pas toujours tout sauver à lui tout seul, quoi, au final. Il y a un peu cet aspect mine de rien. Et bon, c'est un peu pareil, tu vois, tu prends parfois certaines saisons de Draymond Green, mais il a beau être génial, bah, si autour c'est pas bon, bah ok, en fait, il fait juste passer l'équipe de 30e defensive rating à 15e, quoi. Donc on le voit moins. Mais oui, je pense que c'est peut-être la grosse déception, c'est un peu la défense, même si bon, l'attaque aussi, on peut en reparler ou quoi, mais il y a, comme tu dis, il y avait cet aspect de dynamique hyper encourageante de l'an passé. J'arrive plus à retrouver les chiffres exactement, mais je crois que, comme tu dis, on était vraiment sur top 2, top 3 hein, de défense sur la deuxième partie d'année, qui avait été aussi le socle, Ouais. même premier, ouais. Le socle en playoff, c'était un peu ça.
Et ouais, là, ça se dégringole un peu avec quelques trous dans la défense et la question des rotations aussi. Je pense que ça a été aussi un peu ça, un des thèmes de la saison, c'est bon, moi j'aime bien Darvin Ham, tactiquement, enfin surtout stratégiquement, pas tant tactiquement, il n'y a pas une créativité folle sur les systèmes ou quoi, mais il y a un coach intelligent, mais par contre c'est vrai que ce qu'on peut peut-être lui reprocher un peu, c'est un certain turnover ou parfois un excès d'adaptation, justement, je trouve, enfin je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'avais un peu l'impression que dans cet effectif où il y avait plein de joueurs pas mal, mais aucun qui se détachait du lot parfois dans la rotation, bah, on a un peu joué à... Il a peut-être un peu fait de la suradaptation de ah bah tiens, tel soir on a telle équipe, donc on va plutôt privilégier tel match-up plutôt qu'un autre, mais que du coup ça bougeait beaucoup et qu'on a peut-être jamais réussi à trouver non plus ce même rythme que l'an dernier, quoi. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'en fait, malheureusement, lui, il se cherchait beaucoup, et en même temps, il se cherchait beaucoup avec pas non plus une quantité d'options phénoménale. J'ai l'impression que là, par exemple, où il avait une problématique, c'est que bah, finalement, il avait énormément de guards, il en avait peut-être même trop. Et à l'inverse, en fait, bah, le côté un peu aile intérieur, donc ces joueurs qui peuvent apporter une forme de polyvalence tactique qui normalement plaît, je pense, à un coach comme Darvin Ham, bah, c'était un petit peu absent et il n'arrivait pas à trouver entre son trop plein de guards et son manque d'ailier un équilibre qui allait fonctionner. Et effectivement, bah, on a pu penser avec la fin de saison dernière que Anthony Davis pouvait à lui seul suffire à faire de toi une défense élite. Et puis c'est souvent ce truc où bah, quand tu mets un temps court face à un temps long, des fois les résultats sont pas du tout les mêmes. Et je pense qu'on était un petit peu là-dedans. Et je me demande aussi à quel point, mine de rien, l'absence de Jared Vanderbilt, elle est pas critique là-dedans. Parce que Jared Vanderbilt, on l'a peut-être un peu oublié avec les playoffs de l'année dernière. Parce que justement, c'est un joueur qui tactiquement n'est pas forcément idoine dans le contexte de playoff, mais en saison régulière, mine de rien, son activité et la polyvalence défensive, de pouvoir le mettre autant sur des arrières que sur des ailiers, que sur des intérieurs, fait que peut-être que son système défensif n'était plus aussi adapté à ce qu'il voulait mettre en place, quoi. Effectivement, je te confirme, hein, j'ai retrouvé les chiffres. 111 de defensive rating l'an dernier, c'était premier devant Boston même, encore, enfin devant tout le monde en fait, hein, mais mécaniquement. Mais oui, il y avait ça, et je pense que en effet voilà, la question des line-up a peut-être pas forcément aidé. La question de Vanderbilt qui apportait mine de rien un peu ce côté polyvalence de défense aussi sur l'aile, c'est peut-être un problème ça, parce que bon, moi j'aime bien Taurean Prince, mais tout est relatif, quoi. C'est un 3&D sympathique. J'aime bien aussi Cam Reddish, mais qui lui aussi a été pas mal blessé. Et puis, ça reste Cam Reddish. Donc, c'est des 3&D un peu sympathiques, mais peut-être qu'il a manqué un peu, à côté Anthony Davis, un peu plus de compétences et même tu vois, comment dire, d'activité off-ball aussi. On parle beaucoup de la densité à l'aile et la densité de joueurs de périmètre comme un point de plus en plus important dans la NBA d'aujourd'hui. Et une défense, finalement, ça va aussi au-delà de ton seul aspect du pivot. C'est aussi à quel point est-ce que dans cette NBA où il y a de plus en plus d'espace, il faut le gérer, cet espace. Donc cette profondeur d'aile est assez importante. C'est vrai que c'est pas totalement, comme tu viens de le décrire, le profil des Lakers, hein, la profondeur d'aile, surtout défensive. Je pense que quand t'enlèves Vanderbilt, ensuite, bon, t'as des meneurs ou des extérieurs, comme tu dis, mais qui sont pas géniaux là-dedans, hein. D'Angelo Russell ou Austin Reeves, sur les principaux, on va dire. Là-dessus, d'ailleurs, au passage, Gabe Vincent aurait fait du bien, malheureusement. Mais bon, c'est pas le cas. Et puis, qu'est-ce que tu penses de la défense de LeBron James alors? Je pense qu'on parlera de lui un peu plus en détail, mais sur la défense, où est-ce qu'on en est alors? Bah, en fait, moi je trouve, j'ai toujours ce truc-là, c'est que on voit souvent des extraits de lui où on l'isole et on dit bah voilà, il est pas du tout là en défense, mais globalement, je l'ai trouvé plutôt honorable pour un joueur de 39 ans qui a quand même une grosse pression offensive. J'ai trouvé que c'était une de ses meilleures saisons en défense sur les 3-4 dernières, quoi. Ouais. Oui, je pense qu'il s'avillit. s'avillit et on perd un peu un aspect de on-ball assez évident. Après, je pense aussi qu'on perd comment dire, régularité. Il va pas te faire 82 matchs de très haut niveau, mais tu vois, il y a toujours l'aspect hyper intelligent de défense off-ball. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un jeu d'échecs sur des matchs, tu vois. C'est même pas avec les adversaires, c'est avec le coach adverse. J'ai des souvenirs de matchs contre OKC, notamment avec Mark Daigneault, où d'un coup Daigneault sort sur la zone défensive. Alors il met une possession, LeBron met à peine une possession à comprendre, donc il s'ajuste, enfin que des trucs comme ça. Et en fait, le QI basket, il va pas partir. C'est un des ou le meilleur cerveau qu'on ait peut-être dans l'histoire de ces 20 dernières années, en tout cas, on va dire, en termes de QI basket. Et même là-dessus, bon, j'en ai parlé en playoff, mais
je m'attendais à ce qu'en playoff, on ait peut-être un petit step-up qu'on n'a pas trop eu en termes d'activité. Donc, il peut pas le faire tout le temps à fond, mais on a encore cette patte-là, quoi. Mais est-ce que c'est suffisant pour essayer de combler toutes les brèches? Je suis pas sûr. Et puis, l'autre problème défensif également, et qui est un peu lié à ça, à mon avis, hein, bon, tu as des schémas qui sont là pour protéger le panier, et ça, c'est bien, c'est plutôt bien fait, parce que tu concèdes assez peu de tirs au panier, mais comme dit, c'est peut-être aussi la présence de Davis. Par contre, pour le coup, tu concèdes pas mal de tirs à 3 points, notamment avec ces schémas-là. Et surtout, tu concèdes une efficacité à 3 points qui est assez grande. Et bon, ouais, exactement, même 38% d'efficacité à 3 points des adversaires cette année sur un volume, quoi. Donc en fait, tu peux pas avoir les deux, quoi. Tu peux pas concéder beaucoup de 3 points, et en plus, t'as pas forcément des mecs pour faire des close-out à temps ou pour essayer d'affecter la qualité des tirs. On sait qu'il y a une partie d'aléatoire assez grande, mais il y a aussi une partie de qualité un peu plus contrôlée. Et voilà, enfin, tu vois, il y a une autre équipe qui est comme ça, on a parlé avec Azad, c'était les Pelicans, qui autorisent beaucoup de 3 points, mais ils ont une escouade de Trey Murphy, Herb Jones, Najee Marshall, de mecs comme ça qui volent un peu partout sur le terrain et qui donc arrivent à réduire la qualité des 3 points concédés. Les Lakers, on n'a pas ça. On n'a pas cette compétence de périmètre, ce jeu off-ball, etc. Et donc, voilà, c'est ok, le panier est un peu verrouillé, en termes de fréquence en tout cas, mais les 3 points, c'est pas trop le cas, quoi. Non, mais clairement, et effectivement, je pense que, tu vois, même les joueurs qu'on considère comme des joueurs défensifs dans cette équipe, en fait, tu te rends compte, quand tu y réfléchis et que tu te poses un peu, tu te dis, par exemple, quand on parle de Taurean Prince comme un free and D, est-ce que c'est encore vraiment le cas? Pour moi, c'est un bon shooter, mais j'ai trouvé tellement son courant alternatif, par exemple défensivement, que je suis même pas sûr que tu puisses lui aussi le mettre dans cette catégorie de joueurs qui sont vraiment positifs défensivement pour ton équipe. Et c'est un truc qui, je pense, revient en boucle sur pas mal de profils, de ceux comme D'Angelo Russell, où on sait que c'est plutôt genre j'ai pas le terme en français, mais des liability en défense, et puis de ceux qui sont finalement à peine neutres, quoi. Et malheureusement. Ouais, malheureusement, en fait, tu manques peut-être juste de profil pour être ce qu'ils ont été sur 3 mois, quoi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Eh bien, si tu me permets, je peux placer ma deuxième stat du jour, moi. Puisque moi, c'est 2. Il y a un peu un rapport avec la défense, justement. 2, puisqu'ils sont top 2 au niveau des lancers francs, du taux de lancers francs offensifs et défensifs. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de lancers francs concédés en défense ou de lancers francs obtenus en attaque, ils sont dans les deux domaines top 2. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas quand on regarde un peu les stats, j'ai l'impression que c'est un peu une patte Darvin Ham, mine de rien, ça pour le coup. Et c'est très bien parce que, comme on dit à chaque fois, la rentabilité du lancer franc, elle est extraordinaire par rapport aux autres tirs qui existent sur le terrain. Donc là-dessus, voilà, c'est un peu, tu sais, comme parfois on a Thibodeau qui va jouer le jeu des possessions ou des stratégies comme ça. Quand on a un Darvin Ham qui arrive et juste avant lui, c'est à peu près le même effectif, ou en tout cas similaire, et on n'a pas du tout les mêmes résultats, je pense qu'il y a un peu une influence de sa part. Tu vois, donc cette année, top 2, attaque et défense. L'an dernier, 3e en attaque et 1er en défense, en lancer franc défensif, lancer franc autorisé, concédé, pardon. Et sauf qu'avant ça, tu fais en attaque, tu fais 19e, 9e et 15e. Bon, et en défense, tu fais 15e, 9e et 17e. Dans ce cycle, LeBron, Anthony Davis. Donc, il y a peut-être Darvin Ham, il y a peut-être l'effectif aussi, en termes en tout cas offensivement, on a des joueurs qui arrivent à provoquer des fautes. Mais pour dire aussi, en fait, c'est pas que les arbitres. Hein. C'est pas que les arbitres, parce que les arbitres, c'était toujours les mêmes arbitres et c'était toujours les mêmes Los Angeles Lakers en 2022, 2021 et 2020, quoi. Et pourtant, t'avais pas le même score de lancers francs. Mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est un bon point. Un bon point à la fois de la défense, peut-être même un des seuls bons points de la défense, c'est fréquence de tir autorisé assez faible et lancer franc très faible. Et puis l'attaque aussi. Comme ça peut un peu nous permettre de parler de l'attaque, puisque c'est une attaque qui va chercher ces tirs-là qui sont très rentables, hein, les lancers francs. Et si on étend un peu ça, pas juste au lancer franc, mais sur les fameux 4 factors, les 4 facteurs stats qui définissent soit une attaque, soit une défense, mais on voit aussi que ils sont élites au lancer franc, mais aussi à l'IFG. Donc en fait, à l'adresse au tir, ils sont 4e de NBA. Donc en fait, les tirs qu'ils prennent, ils les mettent avec une très belle adresse. Sauf que le problème, ils sont élites dans 2 catégories. Et pourtant, ils sont 12e meilleure attaque de NBA, entre guillemets, à peine. Je sais pas si tu as vu les chiffres aussi. Mais finalement, ça, c'est pas autant qu'on voudrait, quoi. On te dit, ils mettent leur tir et en plus, ils vont chercher des lancers francs. Ça doit être une attaque d'élite. Mais en fait, sinon, ils sont juste 12e, entre guillemets. Quel est le problème? Alors, il y en a plein qui viennent un peu s'accumuler. C'est que
Dans les turnovers, ils commettent pas mal de pertes de balles, ils sont dans la moyenne, donc il y a un peu des points perdus là-dessus, des cartouches perdus là-dessus, et surtout ils sont 29e au niveau du rebond offensif, et donc en fait ils vont pas du tout chercher ce genre de deuxième opportunité. Tu vois, par exemple, si tu prends seulement les stats de demi-terrain, qui sont des stats qui s'arrêtent au moment où le tir est pris, et donc ça prend pas en compte un rebond offensif même si c'est une position demi-terrain, mais donc ils passent de 7e sur strict demi-terrain à 12e ensuite au final sur le offensive rating global, de 7e à 12e, notamment parce qu'ils sont cata sur le rebond offensif. Donc voilà, c'est aussi pour parler un peu de cette attaque. Et bon, il y a ce problème du rebond, il y a ce problème des turnovers. Je sais pas toi ce que tu en penses, il y a peut-être aussi un problème de profil de tir, en fait, et de quels sont les tirs qu'ils vont chercher, parce qu'ils sont très bons, très très bons même au panier. Par contre, ils prennent très peu de 3 points. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un manque à gagner, parce que ok, au niveau de l'adresse, ils sont bons, parce que les tirs qu'ils prennent, ils sont bons là-dessus, mais sauf que, malheureusement, les tirs un peu rentables à la 3 points, ils en prennent assez peu, ils sont 28e sur 30, donc je sais pas si on peut parler de spacing, mais en tout cas, le volume à 3 points, on a un peu parlé avec Anthony Davis, mais le volume à 3 points était peut-être pas idéal cette année. Non, et c'est étonnant parce que justement, c'est une équipe qui s'est plutôt orientée sur les guards. Et par exemple, des joueurs comme Austin Reeves, D'Angelo Russell, moi, c'est des joueurs auxquels je pense sur des hauts volumes de shoot à 3 points. Ils ont essayé de beaucoup favoriser, par exemple, Taurean Prince aussi, qui est un shooter qui est plutôt décomplexé. Ouais. Et c'est vrai que on revient à cette problématique du début de, par exemple, tu as des joueurs qui sont des non-shooters. Et ça peut t'impacter. Par exemple, Anthony Davis, le fait que ton backup Anthony Davis, il apporte pas un changement de profil, mais au contraire, il le creuse avec Jackson Hayes. Que Christian Wood, qui aurait pu t'aider de ce point de vue-là, c'est un joueur qui a assez peu joué au final. Et donc, effectivement, il y a un côté d'un certain côté, ils sont quand même très optimisés offensivement. Cette volonté d'attaquer le cercle et de faire, on va dire, leur beurre là-dessus, ça va clairement dans le sens de ce que tu veux, d'autant que ils ont un joueur avec LeBron James qui permet d'avoir des tirs normalement de qualité dans cette zone-là et de pas forcer entre guillemets son jeu. Et pour autant, en fait, ils ont un côté dont on a aussi parlé l'autre jour, mais qui est très bon dans certaines choses, mais finalement, ils ont un profil assez bipolaire on force beaucoup d'un côté, mais du coup comme dans l'autre sens on est peut-être très mauvais, du coup on arrive à un équilibre un peu bizarre où le résultat final est assez tiède, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'en soi ils ont quand même dans la construction d'effectifs de quoi être beaucoup plus équilibré entre cette attaque du cercle et ce 3 points, quoi. Oui, et c'est pour ça que je veux pas parler de manque de spacing, parce que en termes de réussite à 3 points, ils sont 7e de NBA sur l'efficacité en soi. C'est ça. Donc ils ont des shooters, et les mecs qui prennent des tirs, ils les mettent. Le problème, c'est peut-être qu'il y a un manque à gagner parce qu'ils en prennent pas tant que ça des 3 points. Donc je pense qu'il y a un manque à gagner de ce côté-là, dans le sens où c'est un désavantage concurrentiel. On parle d'habitude d'avantage concurrentiel, mais relativement à la concurrence et aux autres qui prennent plus de 3 points, il y a peut-être un manque à gagner là, parce que toi t'en prends très très peu relativement aux autres, plus comme dit, peut-être les turnovers, plus les rebonds offensifs aussi. Enfin bref, il y a plein de petits trucs qui viennent un peu s'additionner pour faire que, malgré tout, enfin tu vois, si on fait un peu le bilan de l'attaque, ils sont élites au panier. Et ça, je pense que, il y a très peu de fans tactiques de Darvin Ham, mais je pense que moi, il arrive à dérouler quand même pas mal de très bons sets, même si c'est pas hyper créatif, mais je trouve que c'est pas mal, et donc les résultats sont aussi là, hein. Pour le coup, élite au panier, deuxième en termes de fréquence de nombre de tirs au panier, premier en termes d'efficacité offensive au panier, plus deuxième au niveau des lancers francs, on l'a dit, et les lancers francs, en général, c'est quand tu t'approches du panier, hein, il y a moins de lancers francs obtenus sur des pull-ups à 3 points. Donc voilà, il y a un côté élite au panier, fréquence, efficacité, lancers francs, ok, mais de l'autre côté, turnover, peu de 3 points, très très peu de rebonds offensifs, donc là où toi tu vas pas chercher ces deuxièmes opportunités, eux, les autres, ils le font, donc ensuite ça te fait descendre dans le classement au général, on va dire, parce que t'as pas ce genre de cartouche en plus. Bref, ce qui fait que, tu vois, au final, on a une adresse sur les tirs qu'ils prennent qui est élite, on a aussi beaucoup lancé franc, on a beaucoup de tirs au panier, mais ça fait que la 12e attaque de NBA, et c'est un peu bizarre, j'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir vu un cas aussi atypique de profil d'attaque qui est élite au panier, en général c'est le truc le plus important, mais qui arrive un peu à perdre des points ailleurs, quoi. Et c'est peut-être là-dessus, tu sais, où c'est un peu dommage qu'on n'ait pas un Anthony Davis qui shoot à 3 points, parce que tu te dis, on a des line-up un peu petits, on a un pivot qui veut jouer poste 4 et qui est pas hyper balèze. On n'attaque pas le rebond offensif, mais c'est pas grave, c'est parce qu'on a un bon spacing, quoi. Et sauf qu'en fait, c'est pas trop le cas. Donc ça, c'est aussi un peu dommage, quoi, parce que tu joues avec Porzingis qui est dans le périmètre, tu vas pas avoir beaucoup de rebonds offensifs parce qu'il est pas proche du panier, mais tu auras des 3 points.
Et avec Anthony Davis, t'as le compromis, mais t'as pas le bon côté, quoi. T'as l'inconvénient, mais t'as pas le bon côté, malheureusement. Mais bon, je voulais aussi, dernier, après, promis, j'arrête de parler, je parle beaucoup. Mais c'est un peu bizarre parce qu'ils sont 12e alors qu'ils pourraient être plus, j'ai l'impression, 12e en attaque. C'est quand même le meilleur score depuis pas mal de temps. C'est quand même le meilleur score offensif depuis pas mal de temps, depuis 4 ans d'ailleurs, parce que ça fait 3 ans qu'ils étaient 20e, 23e, 22e en attaque. Et en fait, il faut remonter à 2020 pour les retrouver autour du top 10. Ils étaient 10e en attaque. Donc voilà pour ce bilan d'une attaque des Lakers qui a été à la fois satisfaisante, à la fois frustrante, et je sais pas trop comment les qualifier en fait. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Alors, il y a ce point du rebond offensif dont tu parles qui est clé et qui, je pense, est en soi un choix tactique de, bah, vu qu'on peut pas être vraiment très bon dans le registre, autant essayer de pas se faire prendre en transition et d'assurer notre défense en transition. Et après, il y a ce point effectivement du 3 points. Et du coup, je regardais, et c'est marrant, par exemple, LeBron James, je trouve qu'il catalyse un peu ce côté recul du 3 points, par exemple, puisque ça fait 4 ans qu'il n'avait pas shooté aussi peu à 3 points. Il a jamais été aussi adroit en carrière que cette saison, mais en contrepartie, il prend quand même, attends, je regardais, mais c'est 3 tirs à 3 points de moins par match qu'il y a 2 ans. Oui, oui, il est passé de 8 à 5. Alors c'est un volume global de shoot qui s'est réduit, mais c'est vrai que ouais, ce recul, il est presque étonnant, alors que bah, il allait plutôt dans le sens inverse depuis quelques années, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, et bon, là encore, hein, j'ai l'impression qu'on le répète à chaque fois, mais peut-être qu'un Gabe Vincent aurait pu un peu aider là-dessus. En tout cas, si on se base sur les playoffs 2023, peut-être pas sur le reste de la carrière, mais voilà, peut-être un truc à aller gratter ce côté 3 points, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils ont pris le fameux Dalton Knecht. Très difficile à dire, mais je crois qu'il y a un shooter de mémoire. Pardon si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Eh ben oui, je peux te lancer. Alors, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Lakers 2024? Bah écoute, alors moi j'ai pris 18,2% parce que 18,2% des possessions des Lakers sont de la transition. Ce qui en fait la deuxième équipe en termes de fréquence en transition. Ouais. Et ça tombe bien parce qu'en plus d'être la deuxième équipe en fréquence en transition, ils sont deuxième en efficacité en la moyenne, puisqu'ils mettent 1,23 points par possession sur les transitions. Et c'est assez excellent, et ça a fait clairement partie des points très très forts de cette attaque des Lakers cette saison. Oui. J'avais la même chose. Moi, j'avais 2 parce que Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. Chiffre 2. Parce qu'il y a 2 visages. On va dire qu'il y a une transition offensive qui est d'élite et une transition défensive qui est un peu plus bizarre, peut-être. Mais tu vois, j'avais noté ça parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et t'en as parlé, hein, t'as commencé à en parler, hein, par rapport au rebond offensif, en général, c'est un peu lié, tu sais, toutes ces histoires. Le rebond offensif et le repli défensif, est-ce que tu choisis d'aller au rebond, mais donc tu te découvres et tu fais pas le repli, ou alors l'inverse, c'est-à-dire que tu fais le repli, mais donc tu vas pas au rebond, et puis pareil de l'autre côté, est-ce que tu sécurises d'abord le rebond défensif, ou est-ce que tu te projettes? Bref, donc les deux sont un peu liés à chaque fois, et sauf que ces Lakers-là, encore une fois, sont totalement atypiques, ils ne respectent absolument rien, parce que, on l'a dit, hein, donc mauvais au rebond offensif, mais pourtant, en transition défensive cette fois, ils sont mauvais. Ils sont 26e sur 30, ils ont été 26e sur 30 en fréquence et 23e en efficacité sur 30. Bref, donc la transition défensive n'était pas là, alors que dans le même temps, c'est pas une question de compromis, puisqu'ils n'allaient pas au rebond offensif. Donc tu te dis, bah, tu vas pas au rebond offensif, c'est pour le repli. Pas du tout. Et de l'autre côté, c'est pareil, parce que ils sécurisent pas mal le rebond défensif, ils sont top 10 et 9e, et pourtant, ils se projettent, ils arrivent quand même à se projeter en attaque, en transition offensive. Donc, je sais pas, c'est bien que tu parles de la transition, j'avais 2-3 stats là-dessus, comme je viens de le dire. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où ils ne respectent aucun des compromis habituels, ni sur l'attaque, ni sur la défense. J'ai un peu l'impression que c'est surtout pour se projeter en attaque, sur la transition offensive, il y a de l'envie et il y a de l'effort, alors que pour faire le repli, il y a peut-être un peu moins d'effort, même quand on va pas au rebond, il n'y a pas trop l'effort pour revenir, quoi. Mais c'est ça, parce que en fait j'ai l'impression que la défense de transition, souvent il y a des gens qui parlent d'effort en permanence sur la défense, alors qu'il y a des équipes, c'est juste qu'elles sont pas forcément taillées pour bien défendre. Mais j'ai l'impression que pour le coup la défense en transition, c'est quand même un truc de discipline collective et de volonté. Et par exemple une équipe qui est pas bonne sur défense en transition en saison régulière, je me dis pas pour autant que c'est une équipe qui va se faire exploiter dans ce compartiment-là en playoff. Parce que d'un coup, effectivement, l'enjeu change et l'équipe va être meilleure. Mais c'est vrai que là où c'est étonnant, comme tu dis, c'est que bah, structurellement
normalement, le fait de pas jouer le rebond offensif, c'est censé être pour protéger ta défense. Et là, effectivement, il y a ni l'avantage de pouvoir prendre les rebonds offensifs, ni celui d'être bon en la matière. Alors, c'est d'autant plus dommage, en plus que du coup, de l'autre côté, tu es vraiment élite de chez élite. Hein. Moi, c'est là-dessus que je voulais aller. C'est le fait que, bah, mine de rien, malgré les années qui passent, LeBron est toujours absolument exceptionnel en transition, et que l'ensemble de l'équipe se met au diapason, et c'est mine de rien des joueurs plutôt dynamiques. Ils ont quand même beaucoup de passeurs, parce qu'ils ont beaucoup de profils de guard en plus de LeBron, et je trouve que là-dessus, ils sont très très bons. Et c'est, encore une fois, hein, c'est quand même la transition, le type d'attaque le plus efficace en NBA. Eux, ils le sont beaucoup plus que la moyenne, et c'est d'autant plus étonnant, le point que tu disais avant, de les trouver que 12e attaque NBA, alors qu'ils ont un petit peu tous ces points forts qui s'accumulent, autant l'attaque du cercle que le jeu rapide, que la faculté, tu vois, à exploiter chaque rebond défensif pour en faire quelque chose offensivement. Donc ouais, toujours équipe très atypique. Oui. Et c'est vrai que c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a une part de déception, c'est que il y a des équipes, des fois, on comprend qu'est-ce qui va pas dans une saison. Avec ces Lakers, c'est un petit peu plus délicat de se dire pourquoi ça a pas marché, alors que d'un point de vue très analytique, en fait, ils avaient quand même beaucoup de points qui penchaient vers ils ont les éléments pour réussir une bonne saison quand même. Disons qu'il y a des équipes, c'est simple. Tu vois, tu prends les Wolves, tu dis, bon, le spacing. Bon, tu regardes le volume à 3 points, il est pas bon, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace, c'est pour ça que l'attaque est plus compliquée, ou je dis n'importe quoi, mais t'as des équipes comme ça, la lecture est assez simple. C'est vrai que ces Lakers, c'est extrêmement atypique, et même sur le profil d'équipe, tu vois. Si tu m'avais dit LeBron de 39 ans et Anthony Davis à 30 ans, et globalement une équipe qui est pas... Alors, il y a certains jeunes, mais voilà, c'est quand même les têtes d'affiche, c'est plutôt un peu vieux. Tu m'aurais dit, ils vont être élite en transition, ils vont être au coude à coude avec les Pacers, ou je sais plus qui d'autre, j'aurais pas cru, quoi. Même là-dessus, tu te dis, ça colle pas, quoi. Je m'attends plutôt à ce que ça soit une équipe de demi-terrain, etc. Surtout que, en plus. Ils ont commencé comme ça. Comment ça, dans 2020, tu veux dire ? Cette équipe en 2020, je trouve que c'était quand même beaucoup plus une équipe de demi-terrain qu'aujourd'hui, quoi. Exactement, ce que j'allais dire, c'est qu'ironiquement et paradoxalement, beaucoup de monde voit un peu LeBron comme un monstre de transition, alors qu'en fait, il a toujours aimé ralentir le jeu, faire son style de jeu posé, etc. Et c'était pas autant des attaques de transition de LeBron James toute sa carrière que ce qu'on aurait pu le penser. Et là, à 39 ans, il le devient, quoi. C'est un peu particulier, mais bon, c'est aussi l'effort défensif, je pense. Enfin, en tout cas, la transition défensive, c'est une question d'effort, à mon sens. Effort, et je sais pas à quel point c'est connecté au fait que on a bien compris que ça passait pas avec Darvin Ham. Hein. S'il y a des news qui sont sorties comme quoi ça, très tôt dans la saison, c'était un peu de sa faute. Bon, je pense que les joueurs devaient un peu... voilà. Le mariage n'était pas parfait, on va dire. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'effort de facto n'était pas là. Mais pour l'attaque, t'as raison. C'est que je pense qu'il faut souligner à quel point LeBron est aussi assez incroyable là-dessus, quoi. Et le fait est qu'il a 39 ans, bientôt 40. C'est quoi, en décembre prochain, il aura 40 ans. Et que tu vois, c'est littéralement le moteur de transition de cette équipe, qui est donc une des meilleures transitions, une des meilleures équipes de contre-attaque de toute la NBA. Une stat que j'ai notée qui le montre assez bien, c'est le on-off, en fait. Donc le avec et sans au niveau du nombre de contre-attaques. À quel point est-ce que l'équipe fait d'un nombre de contre-attaques avec et sans lui. Donc ce on-off, LeBron est à plus 4,1% avec et sans lui. C'est à son poste dans le 99e centile, donc mieux que tout le monde en fait, hein, très simplement. Et puis en fait, c'est pas qu'une question de... En fait, le on-off, tu sais, ça dépend de ton backup, forcément. Donc si tu as un backup qui est nul ou qui est pas très bon dans l'exercice, ton on-off, ton différentiel va être plus grand. Et en fait, non, c'est pas que une question de qui est ton backup, parce que tu regardes non pas le on-off, qui est un différentiel, mais le on-court, qui est un score, seulement le score avec lui. En fait, c'est un score qui est là encore dans le 96e centile en NBA. C'est-à-dire que c'est pas que relatif à son backup, c'est aussi le score quand il est sur le terrain. L'équipe performe et c'est un vrai moteur de transition. Avec en plus ce côté assez marrant, de tuer en général les équipes qui se projettent en contre-attaque. C'est beaucoup parce qu'elles font des turnovers. Elles arrivent à créer des interceptions. C'est pas le cas des Lakers, qui sont pas très bons en création de turnovers. Et même individualisé à LeBron James, on voit que c'est surtout, on lit surtout, on arrive à séparer les stats en deux, entre après une interception ou après un rebond. Et on voit que, voilà, 99e centile, mieux que 99% de la NBA, sur accélérer, sur créer de la transition, créer un nombre de contre-attaques après un rebond défensif. Donc c'est vraiment, j'insiste, c'est pas un côté, je fais interception, il y a le terrain devant moi et personne ne me rattrape. Il y a un côté accélérer le jeu, et vraiment qui est un peu une anomalie, parce qu'encore une fois, le mec a 39 ans, quoi.
C'est ça, mais en fait il a quand même deux armes, c'est qu'il peut effectivement attaquer directement en transition et finir seul, ce qui est déjà pas forcément le cas de tous les joueurs qui vont initier la transition, mais c'est surtout aussi que c'est un playmaker absolument énorme et que je pense que ça, pour le coup, tu peux rester un excellent joueur de transition, même avec l'âge, parce que justement tu es un très bon playmaker et tu peux aussi faire briller les autres. Et le truc c'est que vu que LeBron il a un côté un peu inoxydable où physiquement il est toujours capable de porter lui-même l'attaque, de le voir un petit peu lâcher le pied de ce côté-là et devenir un joueur de transition, c'est quand même très très cool, parce qu'on pourra se dire qu'on a aussi vu cette version de LeBron James là avant la fin de sa carrière et pas au moment qu'on attendait le plus quoi. Ouais, et tu vois, sans forcément qu'on ait perdu le demi-terrain non plus, quoi. On va en parler, hein, je pense, mais Ouais, on va en parler c'est... après. On le garde depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, on se garde pour la fin en bonbon peut-être, mais... non, non, mais je veux dire, c'est même pas comme si on avait perdu le demi-terrain, le sel de son jeu, et donc on est obligé de se contenter de « Ah, il se réinvente en moteur de contre-attaque ». Non, on a vraiment... Enfin, on a gardé le même joueur, c'est juste que... En plus, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il le fait dans un style qui est très différent en fait, tu sais, de ce qu'on a connu, LeBron dans son prime. Alors même les années Cleveland, les premières, tout début, le joueur hyper explosif, qui était déjà un peu puissant, mais hyper explosif. À Miami, il a pris de la puissance. À Cleveland, deuxième passage, encore plus. Au Lakers, encore plus. Et en fait, on a cet aspect où, bon, d'un point de vue contexte, la NBA a de plus en plus d'espace, donc ça c'est bien pour lui qui vieillit. Mais surtout, lui, il perd de plus en plus en vitesse, mais il prend aussi en masse. Et donc, en fait, le résultat, grosso modo, hein, j'exagère, mais il est un peu pareil, parce que il est moins rapide, mais à l'époque, il était très rapide, mais avec moins de masse à bouger. Et là, il est un peu moins... je me suis peut-être confondu, mais bref. Aujourd'hui, il est un peu moins rapide, mais il est tellement puissant que cette masse, à la vitesse à laquelle il arrive à exécuter encore, qui est assez bonne, en fait, c'est le train qui te fonce dessus et tu sais pas trop comment l'arrêter, en fait. Hein. Et je suis en train de regarder les stats de transition, je l'avais pas fait avant, mais ouais, 1,27 lui-même, hein. Je parle même pas de son playmaking et des opportunités qu'il crée, mais lui-même 1,27 points par possession sur transition, c'est dans le 80e centile. Donc mieux que 80% de tous les autres joueurs NBA. Voilà, on parle encore de quelqu'un qui a 39 ans. C'est le refrain à chaque fois, mais voilà, on est au niveau de joueurs d'élite, quoi. C'est fou, d'autant que je crois que c'est. J'ai pas la stat là, mais je crois que c'est un peu en lien avec ce qu'il fait au global en plus. C'est-à-dire que pour Ouais. preuve qu'il y a encore le côté demi-terrain, c'est que cette efficacité-là, on la retrouve aussi sur jeu placé, donc c'est assez fou quoi. Ouais, d'accord. Bon, d'accord. Donc ça, c'était ta troisième stat du jour, hein, c'est ça, la 4, transition. ouais. Je ne sais plus exactement. Où est-ce que je vais partir? Bah tiens, je vais parler d'un joueur qui m'intéresse beaucoup, moi. Je vais dire 106. 106, c'est le True Shooting Plus de Shooting plus. Austin Reeves. Donc True Shooting Plus, qu'est-ce que c'est? C'est efficacité relative à la moyenne, juste. Donc ton efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc plus 6%, 106 plus 6% à la moyenne et à 100. Et bon, c'est moins bien que l'an dernier. L'an dernier, on était à 118. Mais en fait, on en avait parlé déjà dans le bilan 2023. Le 118 était un peu une anomalie. Parce qu'en fait, il shootait à 80% au panier, il shootait à plus de 40% à 3 points, il provoquait un nombre de lancers francs qui était incroyable. Donc bref, son année 2023, en gros, hein, je crois que sur des filtrages, il était en termes d'efficacité au niveau de Jokic. Il y avait lui et Jokic Ouais. qui... Oui, je crois il était à 140 points pour 100 possessions. C'était. Ouais, c'est ça, la barre des 1,4, enfin bref. Donc c'était bon, un peu une surchauffe aussi. Mais cette année, c'est vrai que l'efficacité est un peu revenue à la normale, mais je veux dire, plus 6% d'efficacité pour un créateur, c'est très très bien. C'est pour ça que je voulais aussi insister. Bon, tu vois, 3 points, on n'est plus à 40, on est à 37, mais en fait, avoir un joueur qui est à 37, c'est déjà très bien, en fait. Hein. Je pense que le 40 était peut-être une légère surchauffe l'an dernier, mais on a déjà un shooter, donc ça, c'est bien. Surtout que là, je parle du 3 points, mais je parle même pas de tout ce qui est le jeu, l'entrejeu, hein, mi-distance, où il est aussi très bon. Le taux de lancer franc, qui était extraordinaire l'an dernier, il a un peu baissé. Mais ça, je pense, je sais pas si c'est une question d'agressivité, de changement de rôle un peu ou quoi, mais bon, il est passé il avait un score qui était 100% plus grand que la moyenne NBA. Là, il est seulement de retour à la moyenne NBA. Mais voilà, c'est quand même bien, quoi. C'est pas genre, il a chuté depuis bon à catastrophique. Non, il est quand même plus au-dessus de la moyenne NBA en termes de provocation de lancer franc. Et en fait, l'autre chiffre que j'avais, c'était 22%, en fait. C'était son usage. Est-ce que l'usage, est-ce que son volume de responsabilité, il n'est pas un peu trop faible, en fait? Est-ce qu'on, ce joueur-là, qui est un très bon passeur, un très bon créateur et un scoreur efficace, est-ce que ça vaudrait pas le coup de remonter un peu le curseur et de l'utiliser encore plus, en fait?
Bah, alors du coup déjà par rapport à l'efficacité, moi ce que je trouve assez énorme, c'est qu'effectivement il a réussi dans une saison où on a augmenté, on va dire, ses responsabilités à garder une efficacité très Ouais, élevée. Assez naturellement elle a chuté parce que comme tu dis, c'est même pas une question de vu qu'ils ont augmenté son volume, bah mécaniquement ça a baissé. C'est que il était quand même sur quelque chose qui était difficilement réitérable sur 2 saisons d'affilée. Donc assez logiquement, il est revenu à des chiffres un petit peu plus normaux avec un chiffre à 3 points qui redescend, un peu moins de lancers francs, etc. Mais effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce qu'on attendait aussi quand même, je pense, cette saison, c'est de se dire, ok, ils vont lâcher les chevaux sur Austin Reeves parce que l'idée, c'est un petit peu de préserver leur duo du star. Et là, ils ont un gars qui représente entre guillemets une possibilité de décharger un petit peu ses coéquipiers. Et c'est vrai que finalement, le 22% d'usage, quand tu as un joueur qui reste à 106-108% de true shooting plus sur une saison, bah, tu te dis que ça veut dire qu'il y avait probablement de la marge pour aller chercher plus. Et a fortiori, dans une équipe qui finalement, bah, offensivement, c'est un petit peu cherché toute la saison. C'est un peu étonnant qu'on n'ait pas vu à un moment donné une sorte de takeover où on se dit, bon, bah, responsabilisons-le à fond et on voit ce que ça donne d'un point de vue collectif, quoi. moi c'est clairement ma déception de Darvin Ham. C'est ça, c'est de la saison. Alors il y en a plusieurs, hein, comme on a dit, il y a plusieurs très bons points et très mauvais points pour Darvin Ham. Mais moi qui étais très très fan de lui l'an dernier et de son potentiel, et etc., j'étais un peu déçu que ce soit lui qui fasse un peu les frais, entre guillemets, du début de saison. Tu sais, il a même pas commencé à titulaire. Et voilà, pour moi, la gestion du cas Austin Reeves, ça a été aussi un peu la bonne illustration de ce côté Darvin Ham qui joue un peu avec la rotation, qui essaie un peu différents trucs. Et moi, là où je m'attendais à le voir prendre en volume beaucoup plus cette année et continuer un peu l'explosion qu'il avait commencé à faire en cours d'année 2023, bah, je m'attendais à plus et donc j'étais un peu déçu, pour le coup. Ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'est joué un petit peu de manière, tu sais, en fait, gestion d'une équipe qui fait que les Lakers se sont retrouvés dans une situation où en fait c'était soit ils gardaient D'Angelo Russell, soit ils le laissaient partir mais ils n'arrivaient pas à le remplacer. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec D'Angelo Russell qui, mine de rien, reste quand même un joueur qui a une sorte de second ball handler et qui a quand même un usage autour des 25%. Et donc à un moment donné, bah, c'est difficile de répartir ces ballons-là et naturellement, celui qui en fait les frais, c'est un petit peu le joueur le plus jeune et celui qui a entre guillemets le moins de visibilité. J'ai un peu l'impression qu'il y a de ça qui s'est joué, d'autant que D'Angelo Russell faisait une plutôt bonne saison aux Lakers et que du coup il n'y avait pas forcément de raison de lui enlever la balle de manière systématique, quoi. Oui, oui, effectivement. Et je pense que Reeves est un peu. À travers son cas, on arrive aussi à lire un autre problème qui a été un peu la gestion même du quatuor, en fait, de Russell, Reeves, Davis et LeBron, dans le sens où, bon, l'attaque, on a dit plein de choses dessus. Je pense que d'un point de vue vraiment tactique, c'était une attaque qui pouvait un peu tout faire, un peu toucher à tout, qui était géniale un peu nulle part. Tactiquement, tu vois, il n'y a pas une identité forte, je trouve. Il y a plein de très bons sets. Il y a plein de fois où Darwin Ham, je trouve, hein, c'est très bien ajusté d'un match à l'autre, d'une mi-temps à l'autre. Tu vois, j'ai un exemple comme ça. Il commence un match contre les Knicks, première mi-temps, ça marche pas du tout parce qu'il fait beaucoup de empty action, donc des pick and roll sur le côté. Pourquoi ça marche pas? Parce que, alors que c'est un système favori des Lakers, c'est qu'en fait, les Knicks envoient toujours un mec depuis le côté faible et de manière très agressive. Donc, le terrain est bouché. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième mi-temps, on ressort, on fait que des pick and roll plein centre plutôt que sur le côté. Et donc là-dessus, ça change la géométrie du terrain. Bref, mais je dis ça pourquoi? Parce que c'est aussi une attaque qui avait aucun gros point fort tactiquement, pas une vraie identité, à part le fait d'avoir des stars, mais tu vois, c'est pas genre la motion offense des Warriors très ciblés, c'était même pas les Mavs qui ont leur système pour Luka Doncic ou autre, ou voilà, c'était un peu touche à tout. Et je pense que là où Darvin Ham et les Lakers sont un peu tâtonnés toute l'année, c'est comment est-ce qu'on combine les quatre, en fait. Et on a un peu tout essayé au final. Et vraiment, on a littéralement tout essayé en termes de duo et en termes de comment est-ce qu'on combine. Est-ce qu'on met Russell, qui est le bon shooter, à 3 points, plus au volume? Est-ce qu'on le met à côté de LeBron James? Comme ça, il a un shooter quand on l'envoie au poste bas. Ça aussi, il y a des matchs où on le faisait au poste bas, il y a des matchs où on le faisait pas au poste bas, notamment contre OKC, on le faisait beaucoup parce que le fit était bien, par exemple. Hein. Mais est-ce qu'on fait ce duo-là et de l'autre côté, Austin Reeves qui va être le créateur avec Anthony Davis, donc ça nous fait un pick and roll? Est-ce qu'on fait l'inverse? Il y a aussi beaucoup de matchs contre Denver, contre Boston, contre voilà, plein de matchs où on préfère plutôt le duo LeBron James et Austin Reeves parce que leur pick and roll entre les deux, il y a une très bonne synergie. Mais du coup, ça laisse le pick and roll d'Angelo Russell et Davis qui est peut-être un peu moins parfait face à certaines défenses, etc. etc. Est-ce qu'on fait aussi beaucoup de passages avec les deux meneurs et du coup LeBron, Anthony Davis? Enfin bref, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais là aussi, là-dessus, on a beaucoup tâtonné sur ce quatuor. Comment est-ce qu'on les empile les uns par rapport aux autres? Est-ce qu'on... Voilà, c'est un peu... En fait, il y a le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est OK, on pouvait un peu tout faire pour combiner.
mais le verre à moitié vide, c'est aussi, on tâtonnait un Il n'y peu avait jamais parce de schéma qu'on, parfait, ouais. voilà, on n'avait aucun qui était génial, quoi. Ouais, et ça là-dessus, je me demande, déjà, il y a effectivement la question du personnel, c'est-à-dire que tu as quand même trois joueurs qui sont, même quatre joueurs en vrai, qui ont un usage assez élevé, et donc du coup, tu essaies de les combiner pour avoir toujours, on va dire, deux au moins joueurs qui combinent ensemble et essayer de trouver un équilibre. Et là-dessus, je pense que ça explique notamment le fait qu'Austin Reeves, à un moment donné, il se soit dit, bah, peut-être que l'idéal, c'est qu'il démarre sur le banc et que du coup, il rentre, et ça me permet de pas avoir ce moment dans le match où j'ai les quatre ensemble dès le Ouais. début, et où j'ai un trou éventuellement à un moment donné dans ma rotation. Donc, en fait, le truc, j'ai l'impression que on a reproché à Darwin Ham d'avoir un profil de coach qui est plutôt effectivement un coach d'ordre tactique que un coach qui va arriver à créer un schéma d'ensemble, un système autour d'un seul joueur et de tout combiner ensemble. Il y a de très bons coachs comme ça et j'ai l'impression que Darwin Ham, en vrai, c'est plutôt un bon coach dans ce registre-là. Et c'est vrai que là-dessus, je comprends pas trop la cote de désamour qu'il a eu. Et oui, effectivement, Austin Reeves, il n'a pas forcément eu, on va dire, la prise de pouvoir qu'on aurait aimé, mais à quel point l'effectif qu'on lui a donné à la base, il permettait aussi de le mettre en avant sans complètement écarter un joueur, ou en tout cas de vraiment réduire l'impact d'un des quatre joueurs ou des trois joueurs autour de lui, quoi. Bon, et sur Austin Reeves aussi, la côté perte d'efficacité, déjà, shooter à 80% au panier, bah, tu pouvais pas continuer, déjà. Mais non, l'autre aspect, c'est que bah, il a aussi pris en volume. En volume, tu as parlé du volume, mais même la nature de ses tirs, c'est pas que la quantité qui a augmenté, c'est la nature des tirs aussi qui a changé un peu. Bah, notamment, il a été un peu plus créateur hein, cette saison. Tu vois, le pourcentage de paniers assistés au global est passé de 56% à peine 50%. Donc, il a moins de paniers assistés en 2024 qu'en 2023. Donc, plus de paniers auto-générés, hein, création personnelle, et surtout à 3 points en fait. Hein. 3 points, c'est passé de 86% de ses paniers étaient assistés à peine 68. Donc, c'est pas bon, on passe pas de 80 à 20%, on est d'accord, mais voilà, il y a tout de même des tirs un peu plus compliqués dans l'ensemble. Et puis, il y a aussi peut-être un côté surchauffe ou en tout cas réussite qui était un peu moins là au-delà du profil des tirs, mais il faut rappeler que Austin Reeves, pourquoi est-ce que le mec est non drafté parce que le shoot était pas sûr hein. Moi je l'avais dans ma All Hipster Team, tu sais les joueurs sur lesquels j'aime bien parier Ouais. qu'on pas trop joué etc, mais on voit des petits trucs. Mais Reeves il fait partie de ces joueurs qui intelligent, un peu de taille pour son poste, donc c'est bien, mais l'historique de shoot c'était clairement quand j'avais fait son profil le point d'interrogation majeur quoi. Donc en un sens, je pense que c'est un peu plus logique de le revoir aujourd'hui à quoi 36-37% cette année. Ça colle un peu plus, c'est un peu plus logique par rapport à une dynamique de progression. Et ok, il a progressé depuis un shooter pas top ou un peu, on n'est pas sûr, t'es au niveau de la moyenne, voire même un peu plus. Ça colle plus ça que le 40% l'an dernier qui était bon, c'est peut-être un peu, peut-être pas représentatif en fait. Mais alors quel potentiel tu lui vois toi à terme parce que moi je sais que je l'aime beaucoup, mais j'aimerais bien un peu peut-être de contradiction, en tout cas à ton avis. Euh, En fait, moi, j'avais l'impression à l'origine que c'était un joueur qui était extrêmement optimisé dans autant dans effectivement le régime de shoot que dans le rôle. Et c'est vrai que instinctivement, je faisais pas partie de ceux qui l'imaginaient avoir un usage de 27-28%, voire 30%, D'accord. et on va dire réussir à garder une forme de continuité avec ce qu'il était. J'ai l'impression qu'il y aurait une dégradation force, on va dire, de son impact qui viendrait. Là, j'étais en train de regarder un élément qui moi je trouve clé pour débloquer ce type de potentiel-là, c'est le pull-up shooting. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il en prend assez peu, du coup. Il en prend que 2 par match à 3 points. Mais que même là-dessus, en vrai, il est largement supérieur à la moyenne, puisqu'il a plus de 37% sur les pull-ups à 3 points. Donc j'ai tendance à me dire quand même qu'il a beaucoup d'éléments qui font que normalement, il devrait avoir une forme de succès parce que il sait provoquer des fautes, parce que il sait mettre du coup ses lancers francs, parce qu'il a un shoot qui visiblement tend à se confirmer, comme tu dis, dans la moyenne, voire, je pense plutôt au-dessus, Oui. et même sur des shoots auto-créés de type pull-up qui pour moi en général permettent de débloquer le potentiel des joueurs, parce qu'un joueur en fait quand il est capable de passer, de prendre l'écran et de shooter directement dans la foulée, et que les défenses en fait elles sont obligées de traverser l'écran pour défendre sur lui, bah du coup ça ouvre tout le playmaking que tu peux avoir pour toi ou pour les autres. J'ai tendance à penser que tactiquement ça veut dire qu'il devrait être poussé plus et que ça devrait fonctionner. Après il y avait quelque chose un peu d'épidermique où je me disais mais quand même si tu le montes trop haut ça va forcément revenir à une forme de normal et ça va être un joueur bon mais sans plus quoi. Donc je sais pas. Honnêtement je suis assez ouais, je suis un peu dans le flou. Je dois dire que je suis assez fan de l'aspect très crafty
comme on dit. Il n'y a pas trop de bonnes enfin ouais, un peu créatif, mais c'est pas exactement ça la traduction. Enfin, la notion en tout cas qu'exprimer, c'est en fait, il sait jouer au basket. C'est ça. Il sait faire les petites feintes, il sait peut-être faire les petites nuances. Et tu vois, c'est pour ça que aussi que l'an dernier, et même la première année, en fait, il avait des scores d'élite en termes de provocation de faute. Alors, il y a une question d'agressivité au panier, de littéralement, bon, il y a le protecteur de panier sous le cercle, tant pis, j'attaque le contact. Il y a ça. Mais il y a aussi, tu sais, tout un jeu de timing, tout un jeu de je fais le pick and roll, je ralentis un peu, je mets le défenseur dans mon dos, je fais une feinte de tir et puis donc le défenseur s'engage et hop, ensuite je saute avec une seconde de décalage, je prends la faute. Et je pense que ça doit être un des mecs qui provoque le plus de fautes assez loin du panier, en fait, paradoxalement, au niveau de la mi-distance. Donc j'aime bien cet aspect-là, j'aime bien aussi le passing, j'aime bien le shoot, comme dit, parce que il sortait, alors il a fait pas mal de net fac, je crois qu'il avait fait 2 facs en plus différentes, il a transféré, donc bref, drafté plus tard, parce qu'à l'époque il y avait une année de redshirt à faire où tu pouvais pas jouer, donc il a déjà 26 ans, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que j'aime beaucoup en termes de toucher de balle, en termes de shoot, en termes de drive, même si c'est pas des drives agressifs ou dunk ou au niveau du panier ou comme LeBron, comme d'autres, évidemment, mais il y a un côté, je peux aller sur mes spots, pas loin du panier, et j'ai ce petit jump shot à quelques mètres du panier. Comme dit aussi, j'aime vraiment beaucoup le pick and roll avec LeBron et surtout le fait qu'il peut se jouer dans les deux sens, dans le sens Reeves porteur de balle ou Reeves poseur d'écran et donc vice versa pour LeBron, et qu'il a encore, je pense, enfin pas toujours utilisé à fond parce que il y a des fois il fallait le combiner avec Davis, il y a des fois il fallait le combiner avec Russell, mais je sais pas, je t'avoue que potentiel, je sais pas trop. À mon sens, c'est un joueur qui va être de plus en plus intéressant à haut volume en fait, parce qu'on n'en a même pas encore parlé, mais il y a ce compromis défensif, donc s'il est sur le terrain mais que tu lui donnes pas la balle, bah c'est moins intéressant forcément, alors que si c'est un gros créateur de ton équipe, bon bah les positions défensives tu vas un peu plus les accepter parce que ça vaut le coup de l'autre côté en fait. Ouais, et alors déjà, du coup, sur l'aspect offensif, est-ce que ce côté justement crafty, il n'y a pas une forme, on va dire, d'opportunisme dans le jeu qui fait que quand tu n'as pas un rôle majeur, du coup, tu vas forcément briller, mais est-ce que tu n'as pas peur que, par exemple, si on commence à pousser la machine, justement, cette force-là, il en bénéficie moins, Ouais, peut-être, et ouais. qu'à côté, le fait de ne pas avoir, tu vois, ces qualités physiques qui font que tu vas créer une séparation dès ton premier pas, etc., c'est pas ces points-là qui vont finir un peu par gréver ton efficacité, qui font quand même ce qui te rend le plus intéressant à la base, quoi. Oui, non, ça c'est tout à fait, c'est une possibilité. Alors, rappelons aussi tout de même que c'est un des meilleurs contrats de NBA, je pense. J'ai pas compris le contrat de l'an passé, pour le coup, parce que là, pour dire, donc il lui reste encore une année à 12 millions, ensuite 13, ensuite 14 et 14, je crois, une team option à quasiment 15 millions. Déjà dans le nouveau CBA, ça va être pas grand chose, mais même déjà dans l'ancien, c'était pas cher. Moi, je m'attendais à ce qu'il aille flirter avec les 15 ou 20 millions l'été dernier. Ouais, moi aussi dans les 20 millions, ouais. Bon, il a fait le choix du cœur, on va dire. Peut-être que le choix du cœur s'accompagnait d'une maison ou une villa secondaire en off sous la table. Non, genre, on plaisante. Non, il n'y a pas d'affaire comme ça. Ni aux Knicks, ni aux Lakers, on est d'accord, Jérémy. Non, mais c'est vrai que dans le timing en plus il y avait toutes les discussions autour de la renégociation des droits télé, etc. C'était assez étonnant qu'un joueur qui avait une telle poussée derrière lui prenne un contrat qui est plutôt dans les contrats faibles qu'on a vu l'été dernier, quoi. Bref, donc on peut avancer. Quelle est ta 4e stat du jour à nous proposer pour ces Los Angeles Lakers 2024? Alors, moi c'est 13,7 usage pour Spencer Dinwiddie. Ouais. J'avoue que j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris d'aller chercher Spencer Dinwiddie, qui est un joueur qui est plutôt, on va dire, intéressant quand il est responsabilisé on-ball, pour en faire du coup une sorte de remplaçant de ce qu'aurait peut-être dû être Gabe Vincent ou je sais pas, et rajouter encore un guard dans une équipe qui était plutôt déjà pourvue en la matière. Là-dessus, voilà, sur le cas de Spencer Dinwiddie, c'est que son morceau de saison avec les Lakers, je pense qu'on est raccord pour dire que c'était vraiment pas ça et qu'il était assez mauvais pour le peu de temps qu'il a eu. Mais surtout que j'ai pas compris pourquoi aller chercher ce joueur-là pour le mettre dans ce rôle de spot-up shooter, quoi. Je me souviens plus exactement, c'était quoi? C'est un buyout ou un trade, Dinwiddie? Je sais pas, je sais qu'il est arrivé là et que je me suis dit, mais je pense que c'est un trade parce que je sais pas pourquoi il aurait été buyout. Je me souviens plus exactement, c'est une erreur de ma part. Mais ouais, comme tu dis, en fait, voilà. Comment dire, la conversation Dinwiddie est compliquée aussi
parce que En il a fonction des de très ce que bons tu as passages et entendu. des très mauvais. Et donc, selon si tu t'attaches plutôt à l'un ou à l'autre. Non, mais tu vois, par exemple, moi, le passage à Dallas en 2022, Et euh, c'est exceptionnel, ouais. bah, il était assez bon. Et moi, je le défendais un peu avant ça et ça m'avait un peu conforté là-dedans. Après, c'est vrai que bah, ensuite, deuxième partie de l'année, enfin, l'année d'après, en tout cas, 2023, c'était pas du tout ça. Ouais, c'est ça, il avait été coupé par les Raptors, hein, j'ai retrouvé. Coupé Ouais. par les Raptors et donc récupéré par les Lakers. Mais bon, il y a des très mauvais passages et je pense qu'on est grosso modo sur un porteur de balle qui est créateur, qui est pas efficace dans l'ensemble, sauf sur des passages où effectivement le shot making est là. Bah, le fameux run de playoff, hein, Dallas, c'était ça, c'était que on avait un shot making assez impressionnant. Mais oui, c'est même pas tant le profil, c'est même pas tant le pari, parce que bon, bah, sur le pari, ça me dérange pas, un mec en buyout que tu prends, qui est pas cher, un peu de création secondaire en sortie de banc. Bon, bah, tu connais les faiblesses, mais ça coûte rien, quoi. Donc ça me dérange pas. Par contre, c'est vrai que la redondance des profils avec Reeves et Russell, bah, c'est vrai que là, tu pouvais un peu plus de poser de questions, surtout que je sais pas de stats sur lui, d'ailleurs, je me rends compte, mais moi, il y a un mec que j'aime beaucoup et qui est passé un peu derrière dans la rotation, c'était Max Christie, Max Christie, ouais. qui est dur à dire, j'arrive pas à le dire, toujours pas. Max Christie, pardon. Mais qui est. Enfin, toi, tu l'aimes bien aussi, je pense. Oui, mais d'autant que tu vois, pour le coup, Max Christie correspondait plus dans le registre de jeu à ce dont les Lakers avaient besoin en Ouais. ayant du coup ce duo Reeves d'Angelo Russell. Et mécaniquement, quand tu prends Spencer Dinwiddie, tu sais que bon, quitte à l'avoir, tu vas le faire passer dans ta rotation avant Max Christie. Et du coup, il a joué finalement le rôle d'un arrière, alors que c'est pas du tout son jeu. Et à moins de vouloir se prémunir d'une blessure éventuelle de tes deux meneurs. C'est vrai que j'ai pas trop compris l'addition et d'ailleurs, alors là pour le coup c'est un peu le côté déclaration, mais on a vu qu'assez rapidement il était assez frustré et qu'il n'hésitait pas à le dire dans la presse, donc ça a pas dû, je pense, rajouter à la saison des Lakers qui n'était pas évidente avec toutes les déclarations autour du coaching et de Darvin Ham, bah, de sérénité dans un vestiaire qui en avait déjà assez peu, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, tu me dis Denver était allé le chercher pour un minimum en buyout. Au cas Oui, où des matchs où Jackson ça marchait pas, bon, j'aurais compris, ou même tu vois, même Minnesota ou des équipes qui manquent un peu de parfois d'un porteur de balle. C'est vrai que là non, là ça marchait pas. Et comme tu dis, ça aussi c'est une déception de la saison pour moi. C'est Christie. Bon, c'est quand même un très très jeune joueur, hein, Max Christie. On est d'accord, donc il y a peut-être un côté. On n'est pas à l'entraînement, on sait pas ce qui se passe. Il a que 20 ans. Il a déjà 2 saisons NBA, mais il a 20 ans encore. Oh, il vient d'avoir 21. Mais c'est son année 20 ans, je veux dire, cette année en 2024. Donc peut-être, on ne sait pas. Mais moi, je sais que sur les matchs où je l'ai vu, et d'ailleurs, je crois qu'il a joué pas mal contre Denver cette année. On avait fait des matchs sur Twitch, on avait décortiqué, il était par là. C'est vrai que le différentiel est quand même assez énorme parce qu'il n'a pas du tout de création, évidemment. Mais c'est le vrai 3D qui fait du bien et qui fait du bien à côté d'un LeBron James d'habitude, quoi. Et il y a un aspect de défense au point d'attaque que n'a pas Dinwiddie. Il y a un aspect même sur les stunts et sur un peu l'activité off-ball qui fait du bien et que n'a pas Dinwiddie, hein, qui a fait du mal aussi, ça je pense. Et même 3 points un peu catch and shoot. Bon, bah, il y a un peu le minimum, quoi. Bon, donc ouais, c'est un peu une déception ce côté-là parce que il est encore très jeune, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'inquiétude. Mais ouais, je m'attendais, voilà, tu vois, il a fait 800 minutes cette année, je m'attendais plutôt à être autour des 1500, 1800, quoi, plutôt que des 800. je suis d'accord et effectivement, bah ouais, comme on a dit, ça correspondait plus au profil que tu cherchais. T'as un développement à faire ce joueur-là qui était visiblement intéressant et il y a le côté, comme tu dis, défensif où dans l'idée, bah ouais, il aurait pu contribuer de manière plus efficace que Dinwiddie, autant qu'un Dinwiddie frustré qui rentre et qui clairement il rentrait pas dans le schéma de jeu Ouais, et on sentait que voilà défensivement bah il est ce qu'il est mais qu'offensivement bon bah il attendait dans le corner et puis ça se limitait à ça dans le jeu et c'est je trouve un peu dommageable parce que est-ce que finalement t'as pas l'impression qu'ils l'ont pris juste pour empêcher certains concurrents de le récupérer quoi peut-être, je me ouais. dis limite ça là. Ouais, mais t'es pas obligé de le faire jouer, du coup. Bah ouais, mais Euh, bon, Tu vois, on défend je un peu suis d'accord. Darinam sur certains points depuis le début. On dit aussi certaines faiblesses ou certains trucs qui ont été mal faits. Ça, je pense, c'est un truc qui est mal fait. Euh, Quasiment 700 minutes pour Dinwiddie sur la fin d'année et 800 pour Christie sur l'ensemble de l'année. Bon, bah voilà, que ailles le choper pour empêcher que Denver l'ait, ok, je veux bien, mais t'es pas obligé de le faire jouer, quoi. Donc ça, oui. Bah ouais, non mais c'est ça, c'est ça. Ça, je comprends les fans des Lakers sur Davinam, en effet. En effet. Ok, donc c'était la quatrième stat du jour, hein, c'est ça, Ouais. pour ces Lakers 2024. Bon, bah, je vais pas en parler,
On finira par LeBron James alors, mais je voulais aborder un autre cas, qui est celui de notre ami D'Angelo Russell. Et ma stat, si j'arrive à la trouver, ouais, c'est ça. Moi, j'avais 101, qui était son true shooting plus, donc son efficacité relative à la moyenne. Pourquoi c'est notable? Parce que c'est sa première vraie année au-dessus de la moyenne. Et quand je dis vraie année, c'est bon, il était déjà au-dessus de la moyenne NBA en efficacité au scoring l'an dernier, mais voilà, avec un trade, donc avec 2 demi-saisons grosso modo. Et donc là, on a enfin D'Angelo Russell, première fois en carrière, où on est au-dessus des 100, donc au-dessus de la moyenne NBA en termes d'efficacité. Donc ça fait du bien, c'est bien. Moi, j'avoue que c'est un profil que j'aime bien, qui a beaucoup de faiblesses, que j'avais scouté à l'époque et que c'était un peu au pic, enfin pas au pic, mais au début de la hype James Harden, le gaucher qui fait des step back à 3 points et qui voilà, et lui à Ohio State c'était un peu ça. Et sauf qu'en fait, bon, il y a une différence majeure, c'est qu'il a pas de drive. Lui, il a pas de drive, alors que Harden, c'est un monstre de drive. Et ça, on s'en est vite rendu compte. Et c'est aussi pour ça que je parle de ça. C'est parce que, en carrière, on a vu que c'est surtout un jump shooter et qu'il manque un peu ce côté point au panier qui fait qu'on n'a pas eu cette efficacité. Mais qu'est-ce qu'on a eu cette année? Je trouve que, bon, petit à petit, avec les années, ça s'améliore un peu, le drive, même si c'est toujours pas la folie, mais ça s'améliore un peu de plus en plus. Donc ça, j'aime bien. Et surtout, une belle année à 3 points, quoi. 41% sur un gros volume. Voilà, ça, c'est le D'Angelo Russell qu'on aime et qu'on attend, c'est-à-dire des ambitions peut-être un peu plus limitées que peut-être le potentiel de draft. Drafté très haut, hein, je crois, deuxième à l'époque. Voilà, on a bien compris qui était Russell aujourd'hui. C'est pas un go-to guy, c'est pas un créateur majeur. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui, défensivement, c'est viable, on va dire. C'est viable. Et puis en attaque, Ouais. c'est pas un meneur créateur de folie, mais c'est un passeur statique. Moi, j'aime bien dire comme ça, un passeur statique. Il faut pas que ça bouge trop. C'est pas du dynamisme à la Ja Morant ou quoi, mais c'est pas des driving kicks de fou. Mais c'est un des meilleurs passeurs de NBA sur la précision pure. Hein. Vraiment, il fait des passes assez dingues parfois. Plus donc le shoot où il est assez utile. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses de la saison de Russell. Je trouve que en dehors du côté contrat et situation contractuelle, en tout cas la saison de facto sportivement était pas mal. Bah, elle était bonne et c'est pour ça que tu vois, je te disais que je comprenais aussi la difficulté de Ham à faire un choix sur le cas d'Austin Reeves, c'est que je m'attendais à ce qu'on parle d'Angelo Russell après, donc je l'ai pas forcément dit, mais c'est que clairement il a fait une de ses meilleures saisons depuis, je pense, un bon petit moment, et que même si, bah, comme tu dis, il y a des choses dans le profil qui font que ce sera jamais un joueur élite, il y a cette absence de drive notamment, mais étant donné que le shoot allait bien et que c'est un bon passeur, bah effectivement la saison elle a roulé. Toi tu parlais du tir à 3 points, bah, du coup je complète avec Vas-y, le vas-y. pull-up à 3 points qui est de 39,1%, donc c'est Ouais. absolument énorme quoi. C'est des chiffres supérieurs à des joueurs qui font que du catch and shoot, surtout qu'il en prend quand même 3 par match, donc c'est très élevé. Et effectivement il a quand même cette forme de dynamisme là dans le shoot qui font que bah, sur une saison régulière comme ça c'est difficile de pas lui donner des responsabilités. Et d'ailleurs, bah, petit détail, mais effectivement, il a joué quand même 3-4 minutes de plus, je crois, que la saison dernière par match chez les Lakers, preuve que, bah, effectivement, il faisait une saison satisfaisante. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que finalement, globalement, tout le monde a fait une saison un peu satisfaisante chez les joueurs majeurs, et ça fait aussi partie des raisons qui font qu'on comprend pas trop pourquoi qu'ils ont terminé au play-in, quoi. Ouais, c'est un peu ce qu'on a décrit avec un côté atypique. Euh, peut-être la profondeur d'effectif, mine de rien. Parce que, effectivement, le Oui, quatuor a été bon, mais autour, ça t'a donné après, ouais. ouais, on n'a pas le temps aujourd'hui d'aller dans le détail de faire 20 minutes sur la saison de Jackson Hayes ou de Christian Wood, mais c'est peut-être un peu ça qui a pas Ça a collé, pas aidé. quoi. Ouais. Alors, tu vois, j'ai pas de stats sur Gabe Vincent. Moi, j'avoue que sur ce duel de meneurs, j'avais un peu tendance à préférer Gabe Vincent, qui sortait d'une année à Miami hyper intéressante et voilà, qui s'était développé en plus, qui avait acquis un shoot. Donc ça, c'était bien parce que le côté défenseur, Gabe Vincent, on le connaissait. Et je m'attendais un peu au profil. Alors, tout est relatif, hein, évidemment, c'est pas une comparaison pareille, mais on met un peu Gabe Vincent, qui est un espèce de meneur 3&D, un peu, tu sais, comme Mario Chalmers à l'époque, où t'as pas forcément besoin de beaucoup de création à côté de LeBron, parce que c'est lui qui va la faire. Donc on met un Gabe Vincent, et puis tu fais sortir du banc du Russell, qui va un peu gérer la seconde unité. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Et bon, comme dit, hein, le profil, on le connaît maintenant, il est assez limité, mais il peut être bon dans ce qu'il fait. Mais bon, faut pas trop en attendre, faut pas en attendre trop, pardon. Mais alors du coup, tu parlais aussi de la défense en disant que bah, il est viable. Pour moi, il est viable par sa défense off-ball, qui est plutôt
pas mal parce que je trouve qu'il sait se placer. Mais c'est vrai que même s'il est pas mauvais en défense, tu vois, je trouve qu'il a un côté un peu idéal pour jouer avec on va dire un playmaker qui n'est pas forcément un autre guard comme LeBron. C'est quand même un super profil, mais en même temps, il a quand même cette défense on ball qui je trouve est assez problématique et qui fait que c'est un joueur que tu vas aimer cibler euh, et qui, dans un contexte de playoff, bah, tu te demandes à chaque fois, est-ce que, même s'il a fait une bonne saison régulière, est-ce que ça va se transposer sur la suite de la saison? Je trouve un peu dommageable, quoi. Ouais, ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, en effet. T'as pas de stats sur Gabe Vincent, on est d'accord. Il a pas joué, on a rien à dire. Bah, 11 matchs, je me suis dit que c'était ça la stat. Ouais, ça peut être ça peut être ça la stat, en effet. Et puis pour Russell, qui est toujours un peu dans les rumeurs de trade, sachez que contractuellement, il a une player option, mais il a dû la prendre, hein, alors. C'est peut-être juste le site qui est pas à jour, hein, de Basketball Référence, mais du coup, il est en fin de contrat, 2025. Donc peut-être enfin un échange, si tu veux pas le perdre pour rien. Et donc je peux te lancer, je pense que je sais où tu vas aller, mais je peux te lancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous proposer pour ces Lakers 2024? Alors, c'est un peu un truc bâtard, et c'est plus pour lancer la discussion. Mais du coup, vu qu'on était sur la défense au début et qu'on évoquait Vanderbilt, il a très peu joué cette saison. Mais mine de rien, sur on va dire la trentaine de matchs dans lesquels il était là, les Lakers encaissent moins 0,58 points quand il est là versus quand il est sur le banc. Donc joueur clé, mais stats quand même un petit peu, voilà, parce que c'est une stat d'équipe sur un seul joueur. Et précision, par exemple l'année dernière, on l'a trouvé excellent dans le registre et il a après le même volume de matchs sur la deuxième partie de saison avec les Lakers. Pour le coup, l'équipe semblait encaisser beaucoup plus de points quand il était présent. Néanmoins, c'était voilà pour aller dans le sens de dans cette saison qui s'est mal passée, et sur lequel le supporting cast a aussi été une problématique. Joueur qui a un rôle pour le coup offensif très limité, mais qui par contre impacte le jeu défensivement. Bah, Jared Vanderbilt, clairement une grosse absence pour les Lakers, quoi. Bah, oui, c'est vrai que c'est au-delà des blessures, hein, parce que comme dit, à peine 30 matchs, au-delà des blessures, je pense que moi, ma petite déception, c'est que l'attaque ne soit jamais venue, ne serait-ce qu'un peu. Parce que là encore, hein, c'est un mec qu'on connaît depuis longtemps, ancienne star et tout, un profil athlétique qu'on connaît, intelligent en plus. Hein. Tu sais, à l'époque, aujourd'hui ça se voit moins, mais à l'époque il était un peu vendu et c'était un peu le cas, le côté poste 4, limite power forward, quoi, tu vois. Et ça en NBA depuis quelques temps, on l'a pas trop, quoi. Donc c'est un peu déçu qu'on n'ait pas plus en attaque parce que du coup l'ensemble n'est pas assez viable. Par contre, c'est vrai que je te rejoins où c'est un mec qui, sur certains matchs, et donc parfois sur une série de playoffs, c'est des matchs contre le même adversaire, donc si tu tombes contre le bon adversaire, ça peut tout changer, mais c'est un mec qui a peut-être pas la viabilité offensive pour être un titulaire NBA ou un joueur de rotation, mais c'est un espèce de joker génial, quoi. Il jouera pas contre tout le monde, ou alors pas des énormes temps de jeu, mais contre le bon match-up, tu peux le sortir et il peut être génial. Et je crois que j'ai souvenir de, c'est les Warriors cette année, le fameux match qui va en double prolongation là, en janvier contre les Warriors où il joue. Et en fait, le plan de jeu, tu le fais rentrer avec la seconde unité, non pas en titulaire, mais avec la seconde unité, et tu le mets sur Klay Thompson. Et comme ça, tu vois, d'instinct, tu pourrais dire. Un shooter, ouais. Bah, c'est ça, et t'es même le moteur de la seconde unité en fait. Parce que tu pourrais te dire pourquoi il ne fait pas jouer titulaire si en plus c'est un bon défenseur, c'est le meilleur, etc. Non, en fait il se l'est réservé pour la sortie de banc et comme ça, à lui tout seul, il a coupé Klay Thompson et donc les Warriors, il n'y avait plus de seconde unité en fait. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que comme tu dis, c'est un joueur qui est tellement frustre à ce stade offensivement que bah du coup, il en est réduit au statut de joker. Le meilleur exemple, ça, c'est les playoffs 2023, je trouve, où Ouais. t'as la série contre les Warriors où on se dit, ah là là, mais vraiment, c'est l'addition de l'année parce qu'il y avait un travail notamment, je trouve, off-ball sur Stephen Curry qui était absolument incroyable. Et série d'après, il tombe contre Denver et là, en fait, Denver l'ignore, il n'arrive pas vraiment à peser offensivement et de fait, bah, il sort de la rotation complètement et c'est Rui Hachimura qui le remplace. Donc, effectivement, il a ce côté un petit peu, tu peux pas l'utiliser n'importe quand, mais pour un coach, je trouve comme Darvin Ham qui a plus ce côté qu'on disait coach d'adaptation que coach vraiment de stratégie d'ensemble. Bah,
c'est assez génial parce que il savait que contre la bonne équipe et contre le bon joueur, il pouvait vraiment être un game changer, autant avec les titulaires que, comme tu dis, dans cet exemple des Warriors en tant que Joker en sortie de banc, quoi. C'est malheureusement, il est tout aussi fantastique en défense, on et off ball d'ailleurs, parce qu'il y a tout un aspect loin du ballon qui est génial. Playmaking défensif, protection de panier, etc. On ball aussi avec ce côté où il peut être sur des grands ailiers, mais il peut aussi faire défendre des plus petits, navigation d'écran, tout ce côté un peu plus mobile. Et tu vois, tu parlais de la série de playoffs contre les Warriors. J'adore cette série parce qu'en fait, les Warriors ont été obligés de changer de plan de jeu un peu à cause de Vanderbilt. Parce que match 1, ils font leur attaque en sortie d'écran, beaucoup de jeux en sortie d'écran, des floppy sets, la motion offense, et bref, sortie d'écran, qu'est-ce qui se passe? Birmingham et les Lakers sortent avec du top lock, donc une stratégie pour empêcher de prendre les écrans, et donc ça marche pas. Et donc le reste de la série, les Warriors se sont dit bon, on arrête les sorties d'écran, on est obligé de faire du pick and roll, quoi. Parce que et en plus je crois qu'il joue pas tant que ça sur le reste de la série. Mais c'est littéralement lui-même, c'est un peu tué son temps de jeu parce qu'il a été trop bon au match 1. Donc les Warriors ont été obligés de faire du pick and roll, ils sont tombés sur Anthony Davis du coup après, et du coup lui a pas pu jouer, quoi, même dans la même série. Ouais, il y avait juste la pression psychologique. De toute façon, si on repasse, on va dire, à nos standards habituels, ils vont le refaire rentrer, et donc on revient au point de départ. Donc clairement, c'est très particulier et c'est malheureux qu'on soit avec un joueur qui ne développe pas le dribble, qui a un toucher de balle un peu catastrophique, qui a pas de jump shot, qui a rien en fait, à part de la transition et courir vite en contre-attaque. Mais bon, ça, tout athlète NBA qui est un super humain, par définition. Si vous êtes athlète NBA, vous êtes un super humain. Bon, ça, c'est le plus facile, quoi. Courir en transition. Et même sur les cuts, je trouve qu'il est pas forcément exceptionnel avec les qualités physiques qu'il a et le côté assez aérien. Ouais. Même là-dessus, j'ai pas l'impression qu'il mette énormément de points par son activité off-ball et par le fait d'arriver à prendre la bonne coupe. Tu vois, lui qui vient par exemple des Nuggets, je l'aurais pas forcément imaginé dans le schéma offensif des Nuggets sans s'en tirer extrêmement bien comparé à d'autres joueurs. Ouais. Et par contre, pour le côté défensif, juste un point que moi j'avais sous-estimé, je suis en train de voir, c'est quand même, on me parlait de sa défense sur Curry, c'est un 6'9", hein, donc c'est vraiment une taille pivot qui est capable de défendre sur des meneurs jusqu'aux intérieurs. Donc clairement, le potentiel défensif est absolument fabuleux. Physiquement, c'est Siakam, hein, grosso modo. Physiquement, c'est Siakam en termes de taille, et je crois qu'une magnifique envergure de bras. Mais je crois que Siakam aussi, donc je crois que c'est pour ça que j'avais un peu ça en tête. Mais oui, il sort de chez toi à Denver, hein, à l'époque. Et malheureusement, le développement offensif est tout autant une constante de sa carrière que les blessures aussi, hein. Ça, il faut pas l'oublier. Ouais. Parce qu'il n'a pas joué tant que ça chez toi à Denver. Il fait partie de l'échange. C'est quoi? C'est Malik Beasley, Hernan Gomez en 2020 là. Ouais. Alors après, à l'époque, c'était difficile d'avoir du temps de jeu dans la mesure où c'était vraiment la période où Denver avait tellement de joueurs à développer qu'effectivement, il était peut-être 5 ou 6 ou 7e sur la liste et qu'il y avait peut-être 2 joueurs à son poste qui arrivaient mieux à s'en sortir. Ouais, même sur les ailes, c'était l'époque Torrey Craig, Jeremy Grant, Paul Millsap. Enfin, il n'y a pas de place, quoi, même pour un mec de 19 ans, quoi. C'est ça. Et puis même, par exemple, le Juancho Hernan Gomez, il passait devant dans l'idée, donc c'est vrai que, ouais. Effectivement. Donc, beaucoup de blessures. On a eu quelques bonnes saisons, on a eu quelques bons passages, mais voilà, on espère qu'on aura au moins plus de 30 matchs la prochaine fois. Donc, je remarque que tu n'es pas allé sur LeBron, donc tu me laisses y aller, hein, c'est ça? Je te laisse y aller, ouais. Bon, je vais y aller alors. Vas-y. Ma 5e stat du jour, c'est 1,32. Et comme ça, on pourra en discuter plus globalement du joueur. Mais 1,32, qu'est-ce que c'est? Ce sont des points par tir sur drive. Donc des tirs en fin de drive et d'efficacité. Lancer franc plus layup. Hein, donc tout mis à part la productivité générale. LeBron James, sur des drivers à plus de 10 drives par match, des gros volumes. Eh bien, LeBron est 3e de NBA en termes d'efficacité sur drive. Voilà. LeBron, encore une fois, 39 ans. 3e meilleure productivité / efficacité de NBA derrière Luka Doncic et Giannis. Malheureusement, il n'est pas passé devant littéralement les meilleurs. Mais voilà, à 39 ans, et surtout là où c'est notable, et je voulais surtout en parler, c'est que déjà la performance par rapport à l'âge, évidemment, mais comme on a déjà décrit quand on a parlé de la contre-attaque et de la transition, il y a une évolution du style où il est moins rapide et plus costaud, mais ce qui fait le même résultat, hein, au final, quand tu es en mouvement. Donc c'est plus un style de bourrin, beaucoup plus qu'à l'époque où c'était aérien et plus fluide peut-être. Mais par contre, au-delà de ça, par rapport à l'âge, il y a aussi l'évolution, ou en tout cas le constat, la comparaison par rapport à 2023, où il était à peine à 1,23 points par tir, et c'est monté de 1,20 à 1,30, hein, grosso modo. Donc on a gagné pas mal de place. Et pour vous dire, cette année, il était 3e de NBA, 3e de toute la NBA. L'an dernier, il était 18e sur 60 et quelques, donc dans le 73e centile. Donc voilà, il était quand même plutôt vers le haut, mais
On sait aussi que l'an dernier, blessure à la cheville, donc il y avait un peu ce côté de 38 ans, blessure à la cheville, on sait qu'il avait ensuite un peu galéré, et puis à 38 ans, c'est peut-être aussi un déclin normal, quoi. Donc, non, il revient, et c'est de nouveau le troisième meilleur driver de NBA. Je ne sais que dire sur ce monstre, en fait. Non, mais c'est une folie. Alors, moi, le constat que j'avais dès le début de saison, c'était j'ai l'impression qu'il a perdu 2 ou 3 ans parce que je le trouvais quand même, tu vois, on dit il est plus lent, mais il est plus costaud. Mais même là-dessus, je trouvais qu'il était plus aérien et qu'il était même presque plus rapide qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais que, alors je crois que c'est l'année dernière que j'avais fait ça. Il avait fait un début de saison compliqué. J'avais fait un Fred pour dire peut-être que ça y est, c'est le poids du temps qui tombe un peu sur LeBron et peut-être qu'on va voir le déclin arriver. À partir de là, il a enchaîné les matchs à 35-40 points avec une efficacité assez terrible. Donc raté. Mais du coup, ouais, cette saison, je la trouve assez exceptionnelle et ça se voit un peu, je trouve, dans tous les compartiments du jeu. Et d'ailleurs, je crois qu'il est remonté dans le 93-95e percentile chez les forwards en termes d'efficacité globale. Ce qui prouve bien que il est toujours capable d'optimiser son jeu et que je pense qu'on est quand même sur un cas inédit presque dans l'histoire du sport de joueurs qui résistent un peu au poids des âges et qui arrivent toujours à trouver un moyen de peser à très haut niveau. Effectivement, que dire sur ce joueur, c'est absolument incroyable. Point quand même, effectivement, il est tout en haut de l'efficacité au drive, mais par contre, il est quand même de plus en plus bas, je trouve, dans le volume de drive. Et tu prenais les joueurs qui sont à plus de 10, mais il est vraiment tout juste au-dessus des 10. Je crois qu'il est à 10-3 par match. Et là, pour le coup, ça recule quand même au fil des années, quoi. Oui, c'est peut-être le seul aspect où on voit que ça vieillit, c'est que on n'est plus sur un mec qui pouvait prendre des volumes de responsabilité énormes, en fait. Et c'est peut-être un peu, d'ailleurs, pour moi, c'est le thème récurrent face aux Nuggets, c'est que, en fait, dès qu'il prend les responsabilités et qu'il attaque sur pick and roll Jokic, il n'y a pas de solution, quoi. On l'a vu en saison régulière, on l'a vu l'an dernier en playoff, mais sur petite séquence, c'est pas beaucoup. On l'a vu cette année sur petite séquence, mais pas beaucoup. C'est que, il y a toujours cette même question, quoi. C'est Jokic, est-ce que tu montes sur l'écran et que tu restes en haut pour faire un 2 contre 1, mais il te punit avec la passe? Est-ce que tu restes en bas et le vrai LeBron peut driver, il va autour de toi, et puis voilà, LeBron face à un drop, c'est mort, quoi. et c'est peut-être là-dessus qu'on voit le plus le déclin, c'est qu'il est plus capable d'avoir un tel volume et une répétition, comme Doncic ou comme d'autres, qui peuvent pick and roll s'il faut et faire 40-50 positions d'affilée comme ça. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Mais oui, pour moi, ça fait aussi partie de la bonne optimisation de Darvin Ham, pour le coup, avec cet aspect, on l'a décrit, c'est une attaque qui arrive à générer beaucoup de tirs au panier. LeBron est très bon en soi, mais il a aussi été bien mis en condition, je trouve, dans un style qui est un peu différent qu'avant. Et même, tu vois, depuis 2 ans, je trouve qu'on a pas mal déverrouillé quelque chose qui avait un peu mis du temps à venir, mais qu'on attendait, c'est un peu plus le LeBron en poseur d'écran aussi, qui est un aspect hyper intéressant parce que, voilà, on parlait du côté masse plus vitesse. C'est un mec qui, quand en poseur d'écran, quand enfin il est utilisé comme ça à foison, on voit que quand il roule au panier, c'est aussi une menace, quoi. Surprise. Oui, c'est le mot, c'est une menace. Ouais, c'est une menace. Donc, ouais, il a encore, je pense, beaucoup de choses sur lesquelles il peut s'appuyer pour compenser la baisse de drive. Juste pour donner une idée de où il se trouve par rapport à ceux qui vraiment drive le plus. Tout en haut, il y a Shai Gilgeous qui a 23,3 par match. LeBron, il a 10,3. Donc, il est à plus du double, Shai. Et même des joueurs comme Ja Morant ou Jalen Brunson sont entre 19,5 et 21. Ouais. Ce qui montre quand même le gap qu'il y a avec, on va dire, les joueurs qui en abusent le plus. Mais par contre, effectivement, il est toujours tout en haut à l'efficacité. Et ce qui est vraiment un testament de sa puissance quand il le fait. Et aussi de son toucher, qui est quand même pas assez vanté, je trouve, alors que là aussi, il est tout en haut dans la hiérarchie, quoi. Est-ce que tu sais combien de drives par match il faisait en 2014, il y a 10 ans, LeBron? Quand même, c'était beaucoup de jeux de demi-terrain, je sais pas, 18, 19? C'était 9,4 par match il y a 10 ans. Non, je dis ça exprès parce qu'en fait, les standards ont explosé en termes de drive. Ah oui, voilà, parce que voilà. Les spacing est plus pareil, etc. Donc voilà, c'est aussi pour. LeBron a aussi parfaitement profité de ça, de ce côté. Plus lui vieillit aussi, plus le jeu s'est ouvert grâce au spacing et à la révolution. Donc en fait, ça a été le mariage parfait, ce qui a donné cette production absolument fantastique. La durabilité, ouais. Ouais, mais non, mais alors au-delà de ce fun fact, moi j'avais une autre stat sur lui par rapport au drive que j'avais noté aussi, c'est 30% de passes sur ses drives. Donc quand il faisait des drives, seulement 30% de fois où il faisait une passe plutôt que d'aller chercher des points.
Et bon, même sans aller comparer à d'autres années bien plus loin, mais tu prends les Lakers, notamment en 2020, la première année, l'année du titre, en fait, on est quand même sur un rapport qui est plus équilibré à 60-40, en fait. Donc 40% de passes en fin de drive. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une des évolutions, c'est que on a un peu ce monstre physique qui, aujourd'hui, il y a un peu ce compromis, il est moins dynamique. Et je trouve qu'on a aussi alors quelqu'un qui est capable, je ne dis pas ça pour dire qu'il n'est pas capable de faire driving kick, mais c'est un peu moins son jeu, ce côté de driving kick, pénétration, casser la défense avec la pénétration et puis ressortir, c'est un peu moins son jeu que ça pouvait être le cas, parce que aujourd'hui il est moins explosif, dynamique. Aujourd'hui, c'est juste le mec qui drive pour aller au panier, et en fait, il est inarrêtable, littéralement. Il l'est toujours. Il va le sous le panier, il coup d'épaule, et puis je score, quoi. Et donc, on a plus ce profil-là de driver, grosso modo, et pour le passing, on a plus un côté aussi, le quarterback aujourd'hui. Je trouve pick and roll, un peu plus, un rythme un peu plus lent, on va dire, en termes de passing et de distribution, là où ça pouvait être très, très extrêmement dynamique, peut-être il y a encore 5, voire même 10 ans, encore plus, quoi. Ouais, non, mais ouais, clairement, non, mais je sais pas quoi ajouter à ça, mais en tout cas, comme tu dis, il y a cette faculté, je trouve, qui est assez exceptionnelle, euh, à continuer à produire au niveau, et puis il y a ce mariage assez aussi parfait pour lui de les choses sont tellement ouvertes que même si il ralentit, il y a encore énormément de possibilités. Ouais. On a déjà parlé de la défense en plus. 41% à 3 points aussi cette année. Ça fait du bien, ouais, aussi. Même si tu as dit, tu en as parlé tout à l'heure, moins de volume, mais efficacité. Et bref, tout va bien pour LeBron qui, en termes général, est à plus 9% d'efficacité relative à la moyenne. Là encore, un excellent rebond par rapport à l'an passé, où l'an passé, il était pile au niveau moyen de NBA. Et ce qui était la première fois de sa carrière, depuis sa saison rookie, qui flirtait avec le niveau moyen plutôt que d'être, comme d'habitude, à plus 5, plus 10, plus 20. LeBron a fait des scores à plus 20 qui sont absolument historiques. Et voilà, là, c'est remonté de nouveau. Donc, par rapport à ça, je voulais aussi en parler parce qu'il y a eu cette blessure à la cheville l'an dernier qui l'a un peu embêté. Là, je trouve que les chiffres de drive sont quand même assez rassurants, même si un jour le déclin physique va venir. Mais pas aujourd'hui. Pas cette année. Ouais. C'était pas encore. Et puis, on voit que selon le contexte, il peut aussi s'adapter. Tu parlais des séries contre Denver, mais je trouve par exemple qu'en playoff, il s'est remis forcément parce que Jokic oblige à faire énormément de pick and roll avec Anthony Davis, et la paire a été absolument meurtrière sur ces séquences-là et a vraiment su abuser pour le coup des faiblesses de Jokic dans ce schéma-là. Donc quand il veut, ça reste encore quand même particulièrement efficace, et l'attaque des Lakers avait tendance un petit peu à s'effondrer d'ailleurs quand ils commençaient à ralentir, ou quand ils sortaient du terrain, on voyait que ça devenait beaucoup plus compliqué pour eux de scorer, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Bon, pas grand chose de plus à dire sur LeBron et sur les Lakers. Est-ce qu'on a des points bonus? On a dit 5 stats chacun. Est-ce qu'il te reste des stats à droite à gauche, ou est-ce qu'il y a des joueurs dont tu voudrais parler, ou des petits thèmes qu'on n'a pas encore abordés? Je te laisse carte blanche. Alors, c'est pas un thème spécifiquement, c'était juste dans le côté, on va chercher un petit peu dans les réserves de joueurs chez les Lakers. Il y a le cas de Jackson Hayes, on l'a un petit peu évoqué dans l'absence un peu de backup pour Anthony Davis. Mais c'est vrai que, alors autant assez étonné de son efficacité offensive cette saison. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais en termes d'efficacité, c'est assez exceptionnel. Par contre, le truc, c'est voilà, pour un joueur qui est marketé depuis le début de sa carrière comme un joueur dissuasif, ça a été assez catastrophique. Ouais. Et c'est vrai que je suis assez étonné de voir qu'il n'y a quand même pas une volonté de se renforcer un minimum là-dessus. Parce que par exemple, que ce soit dans le contexte de playoff où tu as quand même besoin d'avoir un niveau plancher minimum, et que là du coup ils n'ont pas vraiment d'options, mais aussi la saison régulière en cas d'absence de certains joueurs, c'est vrai que je trouve qu'ils sont particulièrement démunis sur le poste de pivot. Et ouais, leur été n'a pas vraiment visé à régler cette problématique-là, quoi. Ce qui est marrant, c'est que Jackson Hayes se fait drafter un peu pour ce côté rim runner, catch and finish, et donc un peu protecteur de panier, mais en fait, cette année, il a été utilisé comme un vrai intérieur de switch, en fait. Vraiment, c'est Jackson Hayes sur le terrain, c'est des switches. Et c'est bon, ça marche pas. Bon, ça marche pas, mais quoique, bon, il y a des passages pas mal, mais non, tout est relatif, on va dire. Mais alors, il y a deux joueurs dont on n'a pas parlé. Bon, moi, Cam Reddish, j'ai bien aimé Cam Reddish. Bon, tout est relatif là encore. On ne parle pas du Cam Reddish qui était censé faire gagner le trade. Celui qui était fantasmé. Luka Doncic, ou le nouveau Tracy McGrady, même si à l'époque, on le disait, la comparaison était totalement fausse. Mais j'aime bien cette réinvention en 3&D un peu défensif. Enfin, en 3&D, quoi, du coup.
un role player un peu plus sobre, et je trouve qu'il était pas mal. C'était pas génial, mais c'était pas mal, et c'est un peu dommage qu'il ait eu quelques blessures, et tu vois, il a fait que 48 matchs, mais j'ai bien aimé. Taurean Prince, bon, rien de plus à dire sur sa saison, mais bon, il fait une saison de 3D, voilà, de bon niveau. Mais Hachimura, on n'a pas trop parlé d'Hachimura. J'avoue que moi, je faisais partie très sceptique d'Hachimura à l'époque de la draft, et même donc à l'époque du trade, parce que je voyais assez peu d'intérêt à ce joueur qui est un créateur. En tout cas, c'est ça son profil à l'époque. Hein. Créateur, mais pas efficace, mais du coup intérieur, mais pas défenseur, et pas spacer non plus. C'était beaucoup de la création, mais un peu dans l'entrejeu, et bref, c'était un peu compliqué, pas de passing non plus. Et finalement, ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est aux Lakers. Et ce qu'on a vu, c'est que notamment cette année, 3 points à 42%. Bon, c'est pas un gros volume, je suis pas encore totalement convaincu, mais on a au moins un petit shoot, quoi. On a ce petit shoot, on a un peu de création parfois contre des mismatchs, il peut aller au poste bas. Donc, ouais, au final, c'est vrai que j'étais pas fan du tout. Je pensais que ce serait un peu une catastrophe vu ce qu'on avait vu à Washington et vu ce qu'on connaissait du profil de draft, où il a été drafté à peu près 30 places au-dessus qu'il aurait dû. Hein, j'exagère pas. Mais ouais, franchement, un bon joueur de rotation des Lakers, je trouve, hein, depuis 1 an et demi, quoi. Ouais, moi aussi j'étais assez sceptique quand ils l'ont pris. En fait, je voyais pas trop ce qu'il allait apporter parce que j'avais l'impression qu'il était, comme tu dis, moyen voire médiocre dans un petit peu tout. Mais je trouve qu'on est un petit peu peut-être dans le cas d'un joueur qui profite bien de son environnement et peut-être qu'à Washington, vu qu'il y avait quand même un niveau de talent assez faible et puis surtout que c'était un tout début de carrière, il avait du mal à être efficace dans son rôle. Mais là, tu vas dire qu'il y a des joueurs qui prennent beaucoup plus d'espace et qui prennent beaucoup plus l'attention. Je trouve que c'est un des joueurs qui apporte le plus de liant à l'effectif, Rui Hachimura. Notamment parce qu'il a finalement ce côté où il fait un peu de création, que maintenant les shoots rentrent, donc ça aide en termes d'efficacité offensive, mais même défensivement, il t'apporte une forme de flexibilité que t'apportaient pas forcément les autres joueurs à l'aile notamment. Donc ouais, moi plutôt convaincu aussi de son arrivée. Il a fait une saison, là encore, hein, un autre joueur qui a fait une très très bonne saison, et ça fait pas forcément collectivement, mais pareil, ouais, plutôt bon sur son cas et en plus joueur qui prend bien soin de la balle, donc tu peux lui donner des responsabilités et tu vas pas le payer pour autant, quoi. Quand tu fais pas de passe, hein, tu peux ne pas faire de turnover entier, quoi. Non, je plaisante, mais tu vois, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est un peu la recontextualisation, pardon, du joueur qui, il se fait drafter, il a quoi? Il a 21, 22 ans, il se fait drafter très très tôt, un peu trop tôt, comme dit, mais il a été un peu testé en créateur, et c'est ça qui marchait pas, c'est que la création n'était pas rentable. Et là, cette année, c'est de la création, mais c'est un peu création-punition, quoi. C'est ok, tu peux créer, mais parce que tu as tel mismatch, quoi. Ou alors parce que tu peux faire un post-up face à un plus petit ou un drive face à un plus gros. Donc, techniquement, c'est de la création, mais c'est pas vraiment, on attend de toi à ce que tu inities de l'attaque à haut volume, en quantité, qualité. Et même, tu vois, en termes de panier assisté, on le voit assez bien. Il est passé sur sa dernière année à Washington autour des 64% de panier assisté, ce qui pour un intérieur est quand même pas beaucoup. Hein. Donc, beaucoup de paniers assistés. À cette année, 85. 85, donc beaucoup plus assisté cette année. Le rôle est très différent, donc voilà, Hachimura pas mal. Et puis l'autre valeur qu'il a, je trouve, c'est que défensivement, il a un peu ce côté assez puissant, le vrai poste 4 un peu puissant pour tenir le gros adverse et en fait pour permettre de déployer Davis off-ball en fait en safety, ce que tu ne peux pas faire dans des line-up avec Taurean Prince ou avec un Reddish. Voilà, le gros pivot adverse défendu par Taurean Prince, ça tient pas, donc tu es obligé de mettre Davis dessus. Donc Hachimura permet aussi ça, il y a cette flexibilité de line-up intéressante. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Juste pour dire aussi, malgré les bonnes nuances, il y a eu des mauvaises, mais les bonnes nuances qu'on a pu mettre sur Darvin Ham, je pense aussi qu'on peut tout de même préciser, en tout cas moi je le fais, je sais pas si t'es d'accord, mais si de toute façon ça passait pas avec le vestiaire, c'est peut-être une bonne chose de passer à autre chose, hein, justement. Parce que la NBA ça marche un peu comme ça, avec un côté les superstars, etc. Et voilà, on a eu un peu le même cas avec Adrian Griffin d'ailleurs au Bucks cette année aussi. Mais si les stars n'y croient pas, c'est pas bien, et puis les stars devraient faire mieux, etc., etc. Mais en tout cas, dans le de facto, si ça collait pas, je comprends aussi l'idée, même si je l'aime bien, mais je comprends aussi l'idée de dire on passe à autre chose, vu que Davis fait la gueule ouvertement face à lui et que LeBron ne l'aime pas, et patati patata, quoi. Non, mais de toute façon, effectivement, déjà, des fois, on oublie à quel point ces personnes passent beaucoup de temps ensemble. Donc, Ouais. quand t'es coach, mine de rien, t'es censé emmener les gens avec toi. Et effectivement, si c'était pas le cas, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, en fait, de suivre quelqu'un qui est en position de leadership et qui n'a pas l'adhésion avec les personnes qui sont les plus importantes dans le système qu'il veut mettre en place. Donc, oui, forcément, si il y avait vraiment une situation
compliqué, c'est logique de s'en séparer. Je pense que l'idée, alors pour moi en tout cas, c'est de dire, bon, dans tout ce qui a été reproché d'un point de vue médiatique ou dans tous les commentaires qu'on pouvait voir autour de Darvin Ham, personnellement, je trouve que il y avait beaucoup d'exagération et que si, à mon avis, il est parti, effectivement, c'est plus de l'humain que des capacités techniques. Je pense qu'il y a plein de coachs qui étaient pas meilleurs que lui et qui ont eu des carrières assez longues. Donc je pense qu'il est tout à fait à même de rebondir ailleurs parce que globalement, ce qu'il a montré sur 1 an et demi, c'était plutôt bien, quoi. Ouais, et puis le management aussi, une part importante du coaching. Donc après, voilà, les coachs peuvent évoluer. Tu peux aussi avoir des bons et des mauvais jours, des bonnes et des mauvaises saisons. L'an dernier, ça passait bien, apparemment. Là, cette année, ça s'est mal passé. Ça veut pas dire que ça va tout le temps mal se passer avec lui, mais je veux dire, il n'y a pas que le côté tactique, il y a aussi un aspect de management, comme tu l'as décrit. Et donc voilà, tu passes tous les jours avec lui. Bah, si le management n'était pas bon ou n'était plus bon, ça me paraît logique de passer à autre chose ou de voilà. Même moi je l'aime bien, j'ai défendu, mais ça se comprend. Dans l'idée, je comprends totalement la position des Lakers. Et puis surtout, j'ai hâte de voir LeBron James en player coach. C'est un truc qu'on n'a pas vu depuis quand même pas mal d'années, donc ça va être ça va être intéressant. Mais je crois qu'on a fait le tour alors. Eh bien, si tu as autre chose à rajouter, tu me dis. Mais sinon, je peux te remercier en tout cas, Jérémy, d'être venu 2 fois sur cette série des bilans 2024. C'est ça. Bah écoute, merci de m'avoir invité. C'était très cool de participer. 2 équipes que j'aime bien en plus, donc ouais, encore merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Los Angeles Lakers et leur saison assez atypique, hein, assez bizarre, de bout en bout, avec, comme dit Jérémy, pas mal de bonnes performances individuelles, mais qui ne s'est pas forcément combiné sur une grande saison. Bon, je pense qu'en fait, ce sont beaucoup de bons joueurs qui ont fait des bonnes saisons, mais peut-être qu'il y avait aussi un manque de talent pur. Je ne sais pas à quel point ça fait partie de l'équation. Bref, en tout cas, j'espère qu'un jour on aura un vrai dernier run de LeBron, peut-être même un titre, mais ce serait quand même pas mal. Et voilà, frustration depuis quelques temps qu'on n'ait pas des Lakers aussi bien entourés qu'on aurait voulu. Mais ça, on verra pour l'an prochain. Et donc, la prochaine fois, place au Orlando Magic. Enfin, on fera le bilan de la saison du Orlando Magic. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Jérémy, comme d'habitude, d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.